Bienvenue sur Horror News. Si l'enfer vous branche autant, retournez-y. Et ben justement, on va passer à la 5e saison. Donc là, pour le coup, on va rajouter un nouveau personnage, sorti de nulle part. Une petite sœur pour Buffy, qu'on appelle donc Dawn, qui en fait va s'avérer être une clé qui peut ouvrir les barrières entre les différentes dimensions et notamment déclencher l'arrivée de l'enfer sur Terre. Sauf que cette clé, elle est pourchassée par une déesse démoniaque qui s'appelle donc Gloria, et qui est aussi fan de shopping accessoirement. Et donc voilà. Donc elle va absolument retourner dans son univers, mais faisant ça, elle va déclencher l'enfer sur Terre. Et donc c'est dans cette saison, tu en as parlé tout à l'heure, Bruno, que Bruno va se sacrifier pour refermer le portail infernal. Et Buffy va se sacrifier. Buffy, autant pour moi. Bruno a peut-être envie de se sacrifier pour. Non, là, Buffy. Non, mais Demande-lui c'est son quand même drôle avis. parce que Steph arrête pas de m'appeler Buffy sur notre podcast. Là, toi, tu m'appelles Non, c'est Buffy qui se sacrifie. Buffy. Et la dernière, effectivement, c'est que la mère de Buffy va mourir pendant cette saison. Ah, là, Ouais. ça fait mal, ça. Donc, dans les nouveaux alliés, on peut compter Spike, qui a changé de côté défini, enfin, pour le coup, Ouais. assez franchement. Et puis Gloria, donc, en face, en tant que grand antagoniste de la saison. Elle est terrifiante. Mm. Terrifiante, cette femme-là. Puis c'est drôle parce que dans Bring It On, le film qu'elle joue, je sais pas comment ça s'appelle chez vous, nous autres, c'est Le Tout pour le Tout. Ouais, je crois. Ça me dit le rien. film de cheerleader. Quoi? C'est le truc de cheerleader avec Kirsten Dunst, on est d'accord? Oui! Ouais, c'est vrai que c'est elle, c'est Claire Kramer. Oui, exactement. Elle joue là-dedans, puis elle fait vraiment une nunuche, puis elle fait pas peur là-dedans. Mais quand tu la regardes dans Buffy, moi, la partie là, qui m'a vraiment fait freaker de elle, c'est quand elle prend une gorgée de jus d'orange, qui est un mimosa, là, puis qu'elle dit vitamins. Tu sais, là, c'est comme elle peut sentir et processer tout ce qui est organique en dedans d'elle, tu sais. Chose qu'on peut, comme si c'était un ordinateur. Je sais pas si un peu tu comprends Puis, tu sais, on apprend que c'est une déesse qu'il faut que Buffy a combattu. Tu sais, elle a jamais combattu ça, mais elle a aussi les démons à la vraie vie à combattre. Ouais. Elle a le fait de devenir une mère parce qu'elle devient une mère dans cette saison-là. Il y a le décès de sa mère, effectivement, qui l'oblige à prendre en charge sa sœur. Oui. C'est aussi une saison où on va définir en fait ce que c'est d'être membre de la même famille. Et justement tout cet engagement envers sa sœur, qui n'est pas vraiment sa sœur à la base, mais ouais, effectivement il y a pas mal de... C'est une des seules saisons, à part la 7, je dirais, dans laquelle on sent une urgence presque tout le long de la saison. Ouais. Où est-ce que tu sens qu'il y a comme quelque chose de lourd là, qui est en train de se produire au-dessus, mais qu'on n'a pas le contrôle, puis on n'est peut-être pas assez fort pour combattre ça aussi. Puis là, je dis on parce que je me sens vraiment inclus. La saison 5, ça a été un moment déterminant là, par rapport à Buffy, parce que en plus, c'était censé être la dernière, si je me trompe pas. C'était censé, ouais. Ah ouais, d'accord. Normalement, ouais. Et Ok. Buffy, c'était censé finir que Buffy mourait. Puis que c'était genre la fin de la série Buffy the Vampire Slayer, justement. Là, mais la demande a été beaucoup trop grande et l'argent coûte en tente, évidemment. Ça a été, les 2 dernières saisons ont été produites par une autre chaîne, il me semble, ou diffusées par une autre chaîne. Je crois que c'est passé sur CW, ou un truc comme ça. UPN. Voilà. Donc ça c'est dans la saison 6 du coup. Ouais. Mais ouais, après, alors moi je sais pas vous, mais personnellement je crois que c'est la saison que j'aime le moins. Ah ouais, vraiment. Tout l'arc, déjà Dawn, c'est pas un personnage que j'apprécie spécialement. Tout l'arc avec sa sœur, je trouve ça long. Ouais, je sais pas. Moi en tout cas c'est pas la saison celle que je trouve la moins intéressante, la moins palpitante, même au niveau du rythme et tout, c'est complètement différent. Et même Gloria, ouais, je sais pas, c'est pas un antagoniste qui m'a passionné non plus, quoi, tu vois. Non, c'est vrai que c'est pas... spécial, c'est drôle. Moi, elle m'a fait vraiment peur. Probablement parce que c'était une femme. Puis le fait qu'elle était... tu sais, c'était une femme qui reconnaissait la force et le pouvoir qu'elle a et n'avait pas la conscience pour aller avec. Donc, c'était vraiment comme un... Puis ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes dedans parce que beaucoup les femmes, c'est beaucoup la conscience dans des films puis dans des séries. C'est beaucoup ce qui va nous ramener à l'ordre et qui va nous faire voir la part des choses. Ici, Gloria, il manque ce morceau-là.
puis elle ne considère rien d'autre que son propre petit besoin. Puis on voyait pas beaucoup de femmes, surtout pas des femmes blondes comme elle, assumer tout ce caractère-là. Donc, moi, elle m'a vraiment fait peur, Gloria, parce qu'elle était trop forte. Et toi, Arnold? Ouais, dans le sens, ouais, je suis d'accord qu'en soi, moi j'aime bien le côté presque, ça n'a rien à voir, mais presque Lovecraftien du personnage, quoi. C'est-à-dire que c'est une déesse ramenée à la condition purement humaine, et en fait, à plusieurs reprises dans la saison, t'as l'impression que ça la rend folle, en fait. Alors, il faut se rappeler aussi qu'elle partage son corps avec un être humain qui s'appelle Ben, qu'elle présente comme son frère, mais je trouve que c'est un truc qui a jamais été très bien expliqué, très bien exploité, qui est plus ou moins une sorte de love interest, de nouveau love interest pour Buffy, en quelque sorte, mais ça se concrétise jamais vraiment. Mais où en fait elle peut s'incarner en fait sur Terre grâce à ce personnage-là, ce qui me fait penser aussi à ce qu'on peut trouver dans Marvel avec le personnage de Thor qui doit s'incarner dans un humain aussi pour pouvoir dans les comics, hein, dans les comics, pas dans les films. Ouais. Pas dans où on peut retrouver ce genre de choses. Et j'aime bien le côté, oui, alors déjà j'aime bien le côté la meuf qui pète des gueules en talons, je trouve ça assez génial, quoi, avec une robe fendue, des talons, je trouve ça assez top à voir, quoi. Et d'un autre côté, ouais, j'aime bien le côté, il y a des choix à un moment, je sais pas dans quel épisode, où en fait elle parle et les cuts dans le montage sont hyper agressifs pour montrer qu'en fait elle est dans une espèce d'hystérie qu'elle contrôle pas. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'elle est dans un côté, dans une enveloppe humaine et quelque chose qui est abject pour elle. Et on dirait qu'en fait, elle compense à mort en s'achetant des pompes et en ayant un dressing énorme et tout, et qui est une espèce de besoin compulsif pour essayer de dealer en fait concrètement avec le fait d'être humain, parce qu'en fait, avec sa condition. Là, on est tous là, oui, enfin, on est tous d'accord que être humain, par certains aspects, ça craint un peu en fait la vie humaine. C'est pas toujours le kiff, quoi. Alors pour un dieu qui descend sur Terre, ça doit être encore plus difficile. Donc nous, parfois, quand la vie est dure, on compense en se faisant plaisir, je sais pas, en allant au cinéma, en s'achetant, en se faisant un bon resto, ce genre de conneries. Elle pareil, hein, sauf que ouais, elle vit littéralement son humanité en étant écorchée. C'est un méchant qui est assez intéressant. C'est vrai que le côté un peu j'aime pas le terme, ils ont un peu poufiasse blonde. Ça, ouais, clairement, bitch. Mais ils ont poussé les curseurs jusque là. Ça peut être un peu usant, mais allez, quelque part, si c'est le dernier boss, autant mettre une femme. C'est vrai que c'était un petit peu. C'est sa faiblesse aussi, c'est les faiblesses de Gloria, c'est les émotions. Donc, aussitôt qu'elle vit une émotion, puis c'est ça qui est épeurant, parce qu'une émotion, ça s'en va pas. Ça s'emporte, ouais. C'est ce qui reste, puis plus tu y penses, plus ça empire si c'est quelque chose qui te déclenche. Donc, tu sais, c'est tout ça qui est comme un sous-texte qui est comme pas vraiment bien expliqué. Pour expliquer un peu comment que Gloria est arrivée, c'est que dans le fond, les monks ont envoyé ce dieu-là dans la dimension dans laquelle ils étaient. Ils l'ont envoyé dans un âme humaine qui a été formée dans un fœtus, dans un bébé qui était, pas Charlie, Ben. Pourquoi Ben? Charlie, c'est son nom, le nom de l'acteur. Qui, lui, il est né en tant qu'humain, puis qu'à 18 ans, je crois, a commencé à avoir un shift, une voix qui parle, puis tout ça, et a fini dans le milieu de la médecine, justement, pour pouvoir essayer de contrôler tout ça. Puis, et contrebalancer aussi le côté négatif de son alter ego en essayant d'apporter du bien dans le monde et de faire le bien, ouais. Ouais. C'est triste, l'épisode s'appelle Sacrifice, le dernier épisode, et c'est pas pour rien, Buffy n'est pas la seule à faire un sacrifice là-dedans, Ben en est un. Je trouve qu'on oublie justement le sacrifice qu'il fait, lui, puis Giles. Non, mais la noirceur de Giles qui le tue froidement, ça par contre, ça, chapeau, parce que fallait oser, il l'étouffe froidement, il est terrifiant. Et c'est un truc qui vraiment, il fait ça pour sa fille. Jamais. Dans une série moderne, en fait, quand un truc aussi énorme arrive, on le passe pas sous silence. Il faut que ce soit quelque chose qui va jouer contre, que ce soit une sorte de secret qui va jouer contre ce personnage-là. Et là, en fait, non, ça reste sous silence pendant tout le truc. Giles le dit bien, il fait Buffy, c'est une héroïne. Elle fait pas ce genre de truc, mais toi et moi, on n'est pas des héros. On sait comment ça se passe. Tiens, crève. Et ça lui retombe pas dessus. C'est bon. Nous, en fait, c'est de la connivence entre le spectateur et Giles. Et ça, je trouve ça très fort. Aujourd'hui, personne ne laisserait passer ça. Parce que on estimerait peut-être que le personnage n'est pas sympathique parce qu'il commet un meurtre de sang-froid. Je suis, non, mais tais-toi. Enfin, non. Oui, ou alors il en ferait des cauchemars et il développerait des trucs et ça. Non. Voilà. Meurtre, froid et moi, méthodique, et je préfère ça comme ça. Alors que c'est
c'est injuste pour Ben, hein, parce que c'est pas sa faute, mais il doit prendre une décision et de 2 mots, il choisit le moindre, quoi. Et il a raison, quoi. C'est Il ça. a raison, et voilà, ça j'aime beaucoup ça. Quant à Dawn, en fait, c'est un personnage. Moi, j'ai appris à faire avec. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, j'apprends à faire avec. Elle est là, je peux pas faire autrement. C'est un personnage qui est créé pour un certain but, pour être littéralement une clé, quoi. La façon dont c'est introduit, en fait, en termes narratifs, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que dès le 2e épisode, on te balance ce personnage qui n'était pas là avant, et tous les personnages se comportent normalement, comme si c'était normal. Toi, t'es laissé seul sur le bord de la route, et avec Dawn qui te récite son journal intime, et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, la première fois, j'ai fait, c'est pas possible, d'autant que c'est un cliffhanger, ça démarre sur un cliffhanger. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En plus, c'était un cliffhanger. Je crois que c'est à la fin du premier À épisode. la fin du premier ou du deuxième. Oui, à la fin de Dracula, Buffy contre Dracula. C'est lunaire. Elle débarque de nulle part et tout le monde. Et ça se termine comme ça, en fait. Mais techniquement, Tara nous l'a dit à la fin de l'épisode, dans l'épisode Restless. Elle nous a dit Be back before dawn. On pensait qu'elle parlait de Faith dans ce temps-là, mais. Ouais. Mais en fait, non. C'est vachement bien foutu. Moi, je trouve que narrativement, c'est hyper bien foutu. C'est à des balls comme ça, ce qu'il a fait. Je valide en fait l'introduction de Dawn. Après, de voir se farcir Dawn sur les 3 saisons d'après. Moi, en fait, je trouve que c'est un personnage qui, au-delà de sa fonction, en fait, n'a pas d'utilité réelle. Elle traverse les saisons 6 et 7 un peu comme un fantôme. Alors que ça aurait pu être un personnage développé autrement, qui aurait pu avoir d'autres choses. Mais en fait, elle devient la caution enfant à charge de Buffy. Ben c'est ça, mais c'est important, ça, je trouve. C'est à défaut d'avoir une enfant, Buffy, elle a une petite sœur qu'elle doit protéger plus que tout parce qu'elle est tout ce qui lui reste. Ouais. Son père l'a abandonné, sa mère est décédée, pas de famille quelconque. Elle a ses amis, mais c'est pas son sang. Tu sais, c'est pas ce qui est là depuis le début de sa vie. Donc, c'est comme un peu un. Moi, Dawn, moi aussi, j'ai eu beaucoup de misère avec elle, mais il y a quelque chose, c'est la protéger. Tu sais, c'est celle qu'on doit protéger, sa pureté et tout. Puis, je trouve ça beau comment que Buffy se démêle là-dedans. Le fait qu'elle doit toujours arriver avec avoir un repas sur la table pour elle. Quand on la voit plier du linge un moment donné dans la saison 5, justement, tu sais, on voit pas Buffy faire ça, mais là, elle est devenue ça en plus de la charge mentale qu'elle a. Tu sais, moi, je trouve ça gros, je la trouve importante, Dawn, malgré tout. Elle est importante, mais en fait, si la série s'était achevée sur la saison 5, ce que je n'aurais pas souhaité, parce qu'on a eu droit à un peu de rade, non, on n'aurait pas survécu. L'arc de Dawn aurait pu être terminé comme il faut. Dans la saison 6 et 7, elle a des petits moments, mais en fait, ça reste le personnage qui est laissé un peu au bord de la route, tu vois, malheureusement. Ouais, clairement. C'est dommage, parce qu'en fait, Michelle Trachtenberg, je trouve que c'est une actrice qui est plutôt douée, qui a un beau visage, qui a un beau truc, qui véhicule, en fait, l'innocence dont Dawn a besoin, et ce côté un peu casse-couille qu'ont toutes les petites sœurs et les petits frères. Ouais, clairement. Ouais. Soit dit en passant, Joss Whedon n'avait pas le droit d'être seul avec elle sur le plateau de tournage pendant les 3 années, ce qui, selon moi, dit que les hauts placés étaient au courant que le climat était toxique. C'était dans le contrat. Après, Michelle Trachtenberg, elle avait dit ça, c'est elle qui a dit pendant le coming out de toute l'affaire, effectivement, où il n'avait pas le droit d'être seul. Mais c'est vrai que, quitte à tout déballer tout, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce qu'il a été à ce point c'est pas par perversion, hein, juste quitte à balancer des trucs. En fait, à part Charisma Carpenter, la plupart des gens n'ont pas voulu balancer vraiment ce qui lui était reproché, quoi. Ce qui fait que Amber Manson, elle a supporté. Je pense que les gens ont plus supporté les propos de Charisma Carpenter parce que c'est extrême là, de bullier une femme enceinte là. Il faut être bas là, pour faire ça. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a pu, c'est les mineurs, Michel Trachtenberg à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait de sordide, cette espèce de connard là, je sais pas, mais j'ose même pas y penser. Non, mais il avait une espèce d'emprise mentale et psychologique. Il mettait apparemment un climat, encore une fois, qui était extrêmement malsain et c'était du harcèlement moral, tout du moins, et c'est notamment ce qu'a dit Charisma Carpenter. Et apparemment, il n'y avait pas qu'avec elle, mais effectivement, il y avait un harcèlement moral. Et je pense que là, c'était au moins pour la protéger, surtout une gamine, tu vois, elle n'est pas construite, elle n'est pas solide. Tu résistes pas à ce genre de truc, tu vois. Déjà que pour un adulte, c'est compliqué à gérer. Donc,
Donc là, pour une gamine, je pense que c'était certainement déjà ne serait-ce que pour la protéger de ça. Après, je sais pas. mais- Ouais, c'est clair. Ce qui est au moins une bonne chose qui ressort, c'est que Sarah Michelle Gellar, aujourd'hui, en tant que productrice, c'est une des premières choses qu'elle s'assure n'arrive pas sur ses plateaux. Puis ça, on en a parlé justement là, dans les entrevues. Là. Ce qui, pour moi, est un peu... C'est bon là, qu'elle fasse ça, mais c'est un peu problématique qu'elle ne parle pas de la conscience qu'elle a eue, puis qu'elle ne parle pas de l'expérience, justement pour partager. Mais tu sais, on a toutes nos façons de voir les choses. Là. Après, Oui, Sarah bien sûr. Michelle Gellar, c'est aussi une actrice qui a mis du temps à reconnaître l'importance de Buffy dans sa carrière. Le dit elle-même, hein, c'est pendant très longtemps, elle en a pas vraiment fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, où qu'elle apparaisse, elle en fait son cheval de bataille parce elle s'est rendue compte avec le recul à quel point ce truc est important et à quel point il est essentiel. Et c'est pas qu'un jalon de sa carrière, c'est un jalon de la pop culture de manière générale et c'est super important. Donc maintenant, C'est plus grand qu'elle. C'est un peu comme Neve Campbell avec Scream. Là. mais ouais, mais pour revenir à Michelle Trachtenberg, ouais, je trouve qu'en fait, aussi bien dans le côté casse-burne du personnage que dans sa sensibilité, elle passe super crème, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, on est obligé de mentionner l'épisode de Body, qui est le déchire-cœur, le pire déchire-cœur de l'histoire de la télé. C'est vraiment quand je me refais un marathon de Buffy, celui-là, j'ai toujours de l'appréhension avant de lancer, quoi. Qui est donc l'épisode où Buffy découvre le corps inanimé de sa mère, donc décédé, non pas d'une menace surnaturelle ou d'un truc, mais des suites d'un cancer du cerveau. Enfin, le cancer du cerveau était guéri, mais en fait, c'est un vaisseau qui s'est pas bien ressoudé, qui a repété, qui lui a créé une hémorragie. une hémorragie cérébrale. Enfin, le truc, voilà, random, Qui peut arriver à random au n'importe possible. qui. Voilà, Bien sûr. random bien sûr. au possible. Et donc, qui rend les personnages complètement impuissants, qui rend presque la caméra impuissante, puisque toute la découverte du corps et jusqu'à le fait que les ambulanciers viennent le chercher, et tout se passe en plan séquence, presque, sans presque aucun cut. Il y a un seul cut sur le moment où Buffy vomit par terre parce qu'elle est sous le choc. Et ça rend la mise en scène impuissante, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose de très réaliste, il n'y a pas de musique, il y a pas de... Voilà, c'est la caméra qui suit Sarah Michelle Gellar dans le truc, en temps réel, avec l'arrivée de l'ambulance et l'arrivée de Giles derrière, qui est la première personne qu'elle appelle, bien évidemment, en ne sachant que faire, quoi. Et les réactions aussi de Michelle Trachtenberg, quand elle est à l'école et que Buffy vient la voir pour lui annoncer la nouvelle, enfin que tout est vu dans le flou du plan parce qu'elle est dehors et tout est vu, je crois, du point de vue de l'intérieur de la classe. Enfin, c'est horrible. Et je mets cet épisode-là en double avec l'épisode d'après qui s'appelle Orpheline, c'est le titre français de The Body. C'est pour toujours Forever, je crois, où Dawn va vouloir mordicus ramener sa mère à la vie. Et bien évidemment, quand la mort est naturelle, on peut pas jouer avec ces forces-là. Et où elle fait un truc, mais qui me rappelle beaucoup, hein, un des trucs qui m'a le plus terrifié de ma vie, à savoir le cimetière de Stephen King, où Oui, elle, avec l'aide de Spike, elle fait un rituel pour ramener sa mère à la vie, mais on lui a bien précisé, attention, elle va peut-être pas forcément revenir comme avant, quoi. Et elle veut pas entendre cette mise en garde, elle le fait quand même parce que sa mère lui manque trop, bien évidemment. Donc de son inexpérience d'adolescente, elle tente le coup, et comme elle grandit avec des gens qui utilisent la magie tout le temps, elle essaie aussi de négocier, notamment avec Willow. Elle est dans les 5 étapes du deuil, hein. Elle est dans la négociation, elle est dans tout ce genre de trucs. Et le moment où le corps de Joyce est réanimé, en fait, n'est filmé que par certains petits bouts, par ses pieds qui marchent nus sur la pelouse, par une des images que je trouve les plus terrifiantes où Buffy et Dawn sont en train de discuter dans le salon, en train de se disputer à cause de ça, et en fait on voit l'ombre de Joyce qui passe devant la fenêtre. C'est hyper flippant, et en fait il y a cette espèce de dynamique, ça va très vite, où en fait Buffy lui dit tu dois pas faire ça parce que tu joues avec des forces qui sont beaucoup trop dangereuses, et là il y a les 3 coups à la porte, et là c'est Buffy qui fait maman, et là en fait la dynamique s'inverse et elle se précipite sur la porte pour ouvrir à cette chose qu'on ne sait pas ce que c'est. On sait que ça va ressembler à Joyce, mais ce ne sera pas Joyce, quoi. Et c'est Dawn qui d'elle-même déchire la photo, quoi. Il y a une espèce d'inversion la petite sœur devient la grande devient la petite, et tout ça se passe en l'espace de 30 secondes, et c'est d'une intensité, enfin, folle, quoi. Et tous les acteurs... Puis on a eu peur, nous aussi, de la voir, Joyce, à ce moment-là. On voulait pas voir ça, là, parce que c'était petite anecdote vraiment bizarre. Quand j'ai vu cet épisode-là, la première fois, j'étais avec ma sœur au sous-sol. Ouais. Je dis ma sœur, c'est ma meilleure amie. On n'est pas frères et sœurs, mais on est frères de sang, là, donc on s'appelle comme ça. Puis là, je m'en vais reconduire ma sœur à la porte tout de suite après cette émission-là. Puis elle vient pour dire bye à ma mère, et ma mère est couchée sur le divan
sur le dos Ah, et ouais. dort et ne répond pas. Ah putain, ouais. Quelle angoisse. La peur! Ah, tu m'étonnes. Une tranche de vie. Tranche de vie. Et même les réactions des comédiens devant la mort de la mère, en fait, c'est génial, quoi. Enfin, Anya. Je sais plus quel acteur donc, pendant les 25 ans de la série, je crois que c'était pour les 25 ans ou les 20 ans, je sais plus, où Joss Whedon et tous les comédiens étaient réunis par Forbes Magazine, un truc comme ça, ils faisaient des interviews pour célébrer la série. Je crois que il me semble que c'est Amber Benson qui joue Tara, qui dit que pour elle, la scène la plus puissante de toute la série, c'est la réaction d'Anya. C'est cette réaction où ce démon millénaire qui ne comprend pas tellement le concept de la mort réagit en posant d'abord des questions par curiosité, et qui tout le monde l'envoie se faire foutre, et où en fait elles font en larmes en disant je comprends pas le concept d'une personne qui est là et qui maintenant ne l'est plus, quoi, et que ça vous met tous dans ces états. Alex il pleure tout le temps sans dire un mot, je comprends pas. Elle le ressent elle aussi. Personne m'explique et elle le comprend, et c'est vachement bien foutu. Même la réaction d'Alex qui fout son poing dans un mur parce qu'il n'arrive pas à gérer le deuil, enfin parce qu'il est en colère, parce qu'il ne peut rien faire, et ça, encore une fois, on retourne à cette espèce de truc très humain qu'on vit tous. Moi, j'ai un de mes potes qui est mort l'an dernier. Pareil, j'ai foutu un poing dans une porte quand je l'ai appris, quoi. Enfin, c'est des trucs comme ça où en fait, pulsionnellement, il a réussi à mettre plein de trucs des personnages. La vraie expérience du deuil dans ces personnages. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs écrits de toute la série, de l'histoire de la série télé, cet épisode. C'est tellement dommage que cet homme-là n'a pas été capable de contrôler, avoir tout ce pouvoir-là, parce qu'il avait une belle façon de raconter les choses. Ouais, moi je préfère effectivement me concentrer sur tout ce que ça a amené et ce que ça, tu vois, ça a accompagné même, j'allais dire une génération, mais même plusieurs générations depuis. Mais tu vois, enfin, moi, quand je te disais, voilà, j'ai l'impression de retrouver une bande de potes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai évolué, avec qui j'ai appris. Parce que tous ces trucs-là, en fait, c'est autant de choses que tu vis aussi de ton côté. Peut-être pas toi directement, mais peut-être que c'est un ami, justement, voilà, qui va perdre un proche. Peut-être que, enfin, tu vois, tout ça, c'est autant on en parlait de tranches de vie, justement, de trucs qui fait que c'est une série qui est universelle et qui est effectivement extrêmement bien écrite, ouais. C'est drôle parce que quand j'étais au secondaire, j'écrivais une histoire au secondaire 3, donc troisième année, j'écrivais une espèce de journal intime dans lequel j'étais Buffy, puis que mes amis étaient Buffy, Willow, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Puis que là, c'est comme quand même une bonne histoire, là, quelque chose de 120 pages. Puis je suis en train de l'enregistrer ce soir avant de me coucher pour faire une espèce de livre audio pour la faire écouter à Steph pendant notre podcast pour qu'elle puisse voir. Parce que c'est aussi une histoire cachée de ma découverte de mon homosexualité. Puis l'autre Slayer qui remplaçait Fate, c'était un gars sur qui j'avais un kick, mais que je le disais pas parce que j'étais pas out au secondaire. Tu sais, il y a tout ça que je lis aujourd'hui, puis je suis comme ça fait mal. Mais oui, c'est très Buffy. Là. Puis on voit là comment on pouvait s'identifier à ces personnages-là. Bien sûr. Des gens qui pouvaient sauver le monde, mais qui étaient vus comme des underdogs. Là, Complètement. Les freaks qui sauvent le monde, c'est génial, quoi. Les laisser pour compte, c'est les meilleurs personnages, moi, je trouve. Ouais, clairement. C'est toujours les plus intéressants, du moins. Ouais, c'est clair. Je vous propose de reprendre, du coup, avec la saison 6. Du coup, c'est toi, Arnold, qui nous en parle. La saison 6, oui. Alors la saison 6, c'est l'avant-dernière saison de la série. Elle est diffusée, si je me gourre pas, en 2001 ou en 2000, un truc comme ça. 2001, je crois. Et c'est une série qui, en fait, reprend après que la série était supposée avoir une première annulation, une première fin. C'est vrai que la fin de la saison 5 constitue une fin en soi. Il n'y a pas d'arc laissé en suspens. Buffy se sacrifie pour sauver le monde. Sauf que ses amis ne l'entendent pas de cette oreille, et ils décident donc de ramener Buffy à la vie avec un rituel très complexe qu'ils mettent un été entier à mettre en place. Ils y parviennent dans un double épisode qui s'appelle Chaos, je crois, en France, où maintenant Dawn, Willow et Tara vivent dans la maison de Buffy, dans la maison des Summers avec elle. Ils s'occupent d'elle, enfin, il y a une vraie petite famille qui est mise en place. Et Giles décide de partir parce qu'il pense que son œuvre est achevée, sa tueuse n'est plus là, il est meurtri au fond de sa chair en tant qu'être humain, en tant qu'observateur, et il se dit voilà, j'ai plus rien à faire aux États-Unis, je vais repartir en Angleterre. Il repart en Angleterre et ils en profitent du coup pour mettre leur rituel à exécution pour ramener Buffy, parce qu'ils savent très bien que
que Giles ne validera pas ça. Buffy est ramenée, elle est ramenée en plein milieu d'un chaos total à Sunnydale parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que l'absence de Buffy ne se voit pas grâce à un Buffy robot qui a été créé par un personnage qui s'appelle Warren dans la saison précédente et qui aura son importance dans cette saison en tant que nouveau méchant. Et la supercherie est très vite découverte par une bande de bikers démons qui commencent à répandre le chaos dans Sunnydale. Le rituel d'abord semble ne pas marcher, mais il fonctionne. Buffy est ramenée, elle doit s'extraire de sa propre tombe, traumatisme important, plus le fait que t'es ressuscité, elle doit s'extraire de sa propre tombe. Elle sort, elle remet les choses à leur place, mais Buffy essaye tant bien que mal de se réinsérer dans sa vie de tous les jours. Et bien évidemment, ça ne va pas encore une fois sans des non-dits, sans beaucoup de difficultés, parce que déjà, comment reprendre sa place dans la société quand on a été mort, quoi, déjà d'une part. Comment reprendre sa place en tant que figure maternelle. Pour ça, il faut trouver du travail, ce que Buffy n'a jamais été très douée à faire. Il faut trouver du taf, il faut constamment sourire et faire son travail pour faire en sorte que les copains se doutent pas du mal-être qui la ronge. Beaucoup de choses se passent et au milieu de tout ça, il y a de nouveaux antagonistes qui émergent, un trio de personnages qui s'appelle tout simplement le trio, qui sont 3 geeks dans la plus pure tradition des gros nerds puceaux mal dégrossis, qui rassemblent donc Warren, qui est le créateur du Buffy robot, donc une espèce de génie comme ça, capable de créer des robots et des engins destructeurs, c'est une sorte de Lex Luthor, quoi. Andrew, qui est le petit frère du garçon qui avait déclenché les chiens de l'enfer à la fin de la saison 3. Communément appelé l'autre. Qui s'y connaît très bien en démonologie et en sorte de trucs. Et le personnage de Jonathan, qui est un personnage régulier de la série depuis ses quasi débuts, qui est joué par un comédien dont le nom m'échappe jusque-là, mais qui est absolument génial. Qui est un mec tout petit, qui est la victime de base, hein, c'est malheureusement le geek qui s'est trop pris de baffe dans la gueule. Il y a un super épisode sur lui dans la saison 3 qui fait écho aux événements de Columbine d'ailleurs. Et qui se joint à ces deux-là pour devenir une sorte de trio maléfique de bande dessinée typique de comic book pour devenir les nouveaux adversaires de Buffy, quoi. Pour le simple plaisir. Pour le simple plaisir, parce qu'ils veulent devenir les maîtres du monde comme dans les bandes dessinées qui kiffent, quoi. Donc c'est typiquement ces 3 petits Joss Whedon en herbe qui sont complètement paumés et qui font n'importe quoi et qui vont être une sacrée épine dans le pied de Buffy et de ses amis. Et au milieu de ça, il y a quelque chose de très important qui est le personnage de Willow, qui est central à cette saison, qui en fait devient de plus en plus littéralement accro au concept de la magie. Ça devient une sorcière extrêmement puissante. Tellement puissante qu'elle ne peut plus s'en passer et elle commence à outrepasser ses droits, notamment dans son couple avec Tara. Dès qu'il y a une dispute, elle l'efface par magie pour ne pas avoir à affronter les retombées de la dispute, pour pas avoir à assumer ses fautes. Elle commence à prendre beaucoup de confiance en elle, au point d'être presque menaçante avec Giles quand il la menace, quand il la met en garde sur l'ultra usage de la magie. Enfin, elle commence un petit peu à vriller. Tout ça va amener à la rupture de son couple avec Tara, qui finalement ils vont se remettre ensemble, mais qui va cumuler avec tout un ensemble d'événements qui va amener à une vengeance sanglante de la part d'Andrew sur Buffy. Une balle perdue va atterrir dans Tara, malheureusement. Tara sera tuée sur le coup, ce qui va rendre Willow folle de chagrin, au point de devenir une entité maléfique, donc qu'on surnomme Dark Willow, qui est une sorcière extrêmement puissante, qui ivre de vengeance et qui est prête à détruire le monde s'il faut. Et alors là, les vieilles copines que sont Buffy et Willow vont devoir se mettre sur la gueule et c'est assez jouissif, quoi. C'est dramatique, c'est sans doute la saison la plus dramatique et la plus terrible de toutes les saisons, selon moi. C'était celle que j'avais beaucoup de mal avec au début. Et à la revoyure, je trouve que c'est une des meilleures. Je fais le parallèle avec la saga Harry Potter. Pour moi, Harry Potter a fait exactement la même chose avec Le Prince de Sang Mêlé, qui était un épisode avec lequel j'avais beaucoup de mal. Et au fur et à mesure que je l'ai relu ou revu, je me suis dit, c'est là que tout le drame se joue. C'est là qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe émotionnellement. C'est peut-être une des meilleures saisons de la série. Voilà. Objectivement, étant objectif. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, on sent quand même un petit changement de ton.
On est passé de WB à UPN. à UPN. Tout à fait. Donc ouais, voilà. Enfin, en tout cas, ce changement de network, effectivement, va faire que ça change un peu, c'est un peu plus trash. Et comme vous, je trouve que cette saison-là, pour beaucoup apparemment, c'est une saison qui est vraiment mal aimée. Moi, je trouve que c'est une saison que j'adore. Je la trouve effectivement plus sombre, plus trash. Et puis alors, Dark Willow, phénoménal. J'adore. Ah, tu dis? J'adore. Ah ouais. Et moi, je me rappelle, là, dans ce temps-là, Buffy, c'était à tous les semaines. Et j'étais équipé parce que j'avais 2 VCR, 2 lecteurs VHS. Donc, ce que je faisais, c'est que je l'enregistrais le mardi parce que je travaillais le mardi. Fait que je ne pouvais pas l'écouter quand il jouait à la télé. Fait que je l'enregistrais avec les annonces. Puis là, quand je revenais chez nous, je le replaçais sur un VHS en enlevant les annonces. On enlève les tout ça. pubs. D'accord. Mais là, rendu à Dark Willow, moi, je savais pas là, que c'était un two-parter puis qu'elle allait durer 2 heures plutôt que 1 heure. Avec le fameux retour de Giles, donc en cliffhanger. Oui. Voilà. Ah oui, mais non, mais c'est correct parce que ça a commencé à enregistrer jusqu'à un certain point. Le moment où ça a coupé, c'est quand que Willow commence à parler dans la tête à Buffy, quand Buffy est dans le souterrain, puis qu'elle commence à dire « T'es encore en train d'essayer de sauver le monde, puis t'abandonnes pas encore. Mais moi te montrer que moi, je peux te le détruire en... » Tu sais, puis ça a coupé drette là. Fait que là, c'était assez particulier parce que j'étais comme je vais dire, un garçon très émotif dans ce temps-là. Les choses ne changent pas. Et à ce moment-là, quand que ça jouait, quand que Buffy et Willow se sont confrontés, moi, j'ai sorti de la chambre parce que je n'étais plus capable de la regarder. Donc, ça continuait à jouer. Ma soeur l'écoutait avec ses amis dans ma chambre encore, mais moi, j'étais sorti puis j'étais dans le salon parce que Willow avait atteint un niveau de tristesse tellement grand que je ne pouvais même pas accepter ça, on dirait. C'était trop fort ce qui arrivait. Quand quelqu'un dans ta vie qui change complètement comme Willow, puis là, on parle vraiment là, de tout noir à tout blanc, le contraire, en fait, de tout blanc à tout noir, à un point que même Willow ne peut plus se faire raisonner. Ça fait vraiment, vraiment peur, honnêtement. Puis il a fallu que je t'offre jusqu'à la reprise du vendredi. Donc, du mardi au vendredi, je suis resté avec « Est-ce que Willow va détruire le monde? » Et non, effectivement, le monde va être sauvé par Alex, le seul de la bande qui n'a pas de pouvoir. Ouais. Ah, c'est magnifique, ça, c'est encore plus beau. Et oui, bien sûr. Il arrive avec, justement, il lui ramène toute cette amitié depuis qu'ils sont tout gamins. Et en lui parlant de petites choses, voilà, du crayon jaune. Crayon, voilà, le crayon, etc. Et il sauve le monde par l'amour, en fait. C'est drôle, j'en ai un crayon C'est une très belle jaune scène. dans ma bibliothèque en arrière, caché en arrière de mes figurines de Buffy. Je l'ai mis en arrière des... C'est drôle qu'on dise ça, tu sais, c'est comme c'est resté, puis c'est comme quasiment un... pas un toc, mais tu sais, genre un porte-bonheur. On prend pas de chance, on le met là. Le puis, pouvoir du crayon. Ouais, la superstition. Ben, hey, non, mais sans joke, c'est très fort cette métaphore-là de revenir à la base. Rappelle-toi quand tu pouvais pas plus peur, tu pleurais parce que tu n'avais pas le crayon jaune. Tu sais, c'est le meilleur power of love, usage du power of love dans une série aussi. Ah oui, vraiment. C'est pas fait avec du pathos, c'est pas fait avec... non. C'est ça. C'est parce que c'est déclamé par Alex, en fait. Parce que c'est déclamé par lui et que ça passe tellement bien. Et puis, le cœur de la série. C'est le cœur de la série, il sauve le monde alors qu'il traverse des choses qui sont un peu difficiles dans cette série aussi, puisque son couple avec Anya se casse, parce qu'un démon l'a manipulé, l'a manipulé pour se venger d'Anya, et un peu de la même manière qu'Angel, en fait, il fuit, persuadé qu'il va perpétrer la lignée de ses parents, qui sont des gens odieux, toute la famille des Harris sont odieux. Et il a ça peur, aussi, en fait, c'est très présent. Surtout aujourd'hui, dans la société. On n'en parle pas, mais ça n'a pas été exploité assez. On pourrait exploiter ça plus, mais c'est tout le narcissisme, là, c'est tout ça. C'est toute la famille d'Alex, là, comment que ça a grandi et évolué, que le père n'a pas de parole, la femme se tait. Ouais. Et c'est très fort. Puis Alex, il est pris entre ces deux mondes-là. Là. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense que on devrait le donner, avoir une femme comme présidente, avoir une femme de pouvoir, parce que à date, les hommes, ça n'a jamais vraiment marché, soyons honnêtes. Ou est-ce que je suis un de ces hommes qui taisent ces femmes-là? C'est très... Xander, c'est un beau personnage, honnêtement. Là. Il est persuadé de faire ce qu'il faut pour
Au final, j'ai un peu l'impression il se sacrifie pour pas qu'il finisse comme ce qu'il a vu, en fait. Oui, Et où, en fait, tous les deux sont tristes. Et Ouais. exact. À la fin, t'as vraiment envie de réconforter les deux à la fin de cette histoire. c'est Oui, ça. oui. Mais ça, c'est quelque chose qui se transfère de génération en génération aussi. C'est des patrons toxiques dans des familles. Puis c'est vrai que ça se passe de parents à enfants et que c'est insidieux. On ne sait pas, on ne le voit pas. Mais c'était ça. Puis c'est probablement ce qui est arrivé à Joss Whedon. Ouais, on répète les schémas. Ouais. C'est possible. Mais heureusement, dans la saison 6, qui était vraiment sombre, on avait le musical. Tout à fait. Le ouais. musical, l'épisode comédie musicale, voilà. Ouais, qui est Ah. fabuleux. Bon, on va y revenir. Bien sûr. On va y revenir un peu plus tard à tout cet univers de la musique dans Buffy, mais effectivement, ouais, cet épisode, donc que le spectacle commence en français, Mhm. avec Quel donc délice. le démon c'est quoi, du chant et de la danse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qui est donc amené par Dawn, de mémoire. Trop diverti pour écouter, honnêtement. Je suis pas Alex et capable. Dawn, il y a un petit mélange. Je crois que c'est à part égale, c'est Alex et Dawn qui sont un peu responsables tous les deux, je crois. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Les deux sont responsables. Et donc là, on a effectivement, alors pour la VO, du moins, on a les acteurs qui chantent réellement, en fait. Oui. Même qui ont fait une soundtrack, hein, honnêtement. Là, Et ils en ont sorti un album, oui, tout à fait, parce que pour le coup, la comédie musicale fonctionnait et donc elle se tenait effectivement, et donc ils ont sorti l'album, ils ont sorti les produits dérivés. Non, mais quelle folie! Puis là, après ça, toutes les séries ont fait ça, Ouais, des grave. musicals après. Ah! Après, il y en a plein qui ont voulu faire ça, ouais, c'est dingue, hein. C'est vrai que c'est le point zéro, ça. Mais il y a qu'une actrice qui chante pas trop dans le truc, c'est Alison Hannigan, Ouais. qui incarne Willow, parce qu'en fait, elle n'a pas voulu chanter. En fait, quand Joss Whedon lui a dit qu'il allait falloir chanter, elle lui a dit, bah va te faire foutre, moi je suis comédienne, je suis pas chanteuse, j'ai horreur de ça, je veux pas chanter, quoi. Mm. Donc je le ferai pas, ou alors tu me mets vraiment des trucs très bas, quoi. Et c'est pour ça que c'est Amber Benson qui chante, qui a droit à la chanson de l'envoûtement. Je ne me rappelle pas comment s'appelle cette chanson, mais I'm under your spell. Under Your Spell, voilà. Ah, c'est c'est beau. pour ça que c'est elle c'est pour ça qu'elle a le droit de chanter, elle a le droit de chanter ça. Qui est une jolie chanson d'ailleurs. Ah, mais c'est donc bien beau, ça, cette histoire-là. Mm. Je savais que Alison Hannigan voulait pas, mais moi, là, c'est ce que ça me dit, c'est qu'elle a tenu tête à ce style-là. Fait que c'est magnifique. mais qu'en plus, Amber Benson a fait, hey, je vais le faire, moi. Ouais. Puis qu'elle chante, mais Willow est là, elle est là tout le long là, de cet épisode-là, malgré tout. Puis ils ont été capables de contourner le fait qu'elle ne chante pas. Oui. Mais elle chante un petit peu quand même. Elle a des. Puis c'est des tongue twisters, sa phrase qu'elle a. Là, c'est tellement bon cet épisode. Mais les autres acteurs, c'est vrai qu'ils se prêtent vachement bien au jeu, quoi. Déjà, Anthony Stewart Head est un chanteur, un vrai. C'est un vrai chanteur, lui, c'est un chanteur incroyable. Il a fait un super album, dont je me rappelle pas le nom, Music for Elevators, un truc comme ça, qui est super chouette. Quoi? Ah, mais c'est vieux, hein. Tu cherches Anthony Stewart Head, je crois que le nom de l'album c'est Music for Elevators, un truc comme ça. Ok. Et son frère Murray Head est un chanteur de variété anglais très connu. Hein, Mais il est connu lui pour le coup. Ouais. The One Night in Bangkok, c'est lui, quoi. Et là, ouais, wow. Regarde leur gueule, c'est clair qu'ils sont frangins, quoi. Et dans l'idée, James Masters aussi est un chanteur. Il a un groupe qui s'appelle Robot, je sais pas quoi. J'ai pas bien retenu sa musique à lui pour le coup. Mais c'est un groupe de punk. Très, il a une super voix. Il a un peu cette voix rocailleuse de Lover qui passe très bien, quoi. Ils ont tous un truc en fait que je trouve très chouette. Et le démon de la danse, il a un flow absolument dingue, quoi. Les scènes de danse aussi, moi qui suis pas très sensible à la danse, je trouve que par exemple Alex et Anya, leur scène à deux là, elle est dingue. Ils ont dû se tuer à apprendre ça. Je trouve ça génial. Le rendu, il est top. Et même la scène à la casse-noisette avec Dawn, tu vois qu'elle a bossé, quoi. Michelle Trachtenberg, elle fait des trucs. C'est dingue, quoi. Ils ont vraiment taffé. Donc j'adore en fait cette dévotion qu'ils ont à ce délire. Et le fait qu'ils se prêtent vraiment presque tous au jeu, je trouve ça très très cool, quoi. Surtout Sarah Michelle Gellar, tu sais. Oh! Parce que, tu sais, elle chante. Sarah Michelle Gellar, elle chante, là. J'y enlève absolument rien. Moi, le fait d'avoir juste fait l'expérience de chanter comme ça puis de le tenir,
Puis Sarah Michelle Gellar, qui, tu sais, son son de voix, il est pas vraiment agréable, mais c'est Buffy. Puis c'est ça le démon. Puis c'est Ouais, ça que mais ça aurait l'air. mais je préfère, tu vois, Oui, que c'est tellement bon. Quelle idée. Puis le pire, c'est que moi, j'avais fini par convaincre quelqu'un d'écouter Buffy. Puis que ça a tombé que le premier qui écoute, c'est cet épisode-là. Il m'est revenu le lendemain, puis il m'a dit j'écouterai plus jamais aucun de tes conseils. Et c'est sûr que comme introduction, c'est pas le plus représentatif de la série, quoi. Je savais pas c'est ça qu'elle allait jouer ce soir-là. En tout cas, c'était assez particulier. Oui, puis ça, c'est un le vrai coup de seul génie. épisode que Joss Whedon va approuver qu'on écoute en 16-9 au lieu d'en 4-3. Parce que la restauration de Buffy, c'est pas très bon. Et ce qui est cool, je crois, ça je le mets au crédit de Whedon, c'est qu'en fait c'est lui qui compose les 3 quarts des trucs alors qu'il n'est pas compositeur du tout. Ben, il y a eu de l'aide de Il Christophe s'est Beck. fait aider, bien sûr, mais je crois que la base des trucs, c'est lui il est fan de comédie musicale, je crois, entre autres choses. Et il a réussi à composer la base des trucs, en fait, et à faire en sorte que ça passe. Maintenant, tu fais, bah, ouais, c'est un coup de poker énorme, en fait. Tu peux pas lui enlever ça, quoi. Donc, Puis il y a ouais. aussi le côté que quand on l'écoute, parce que je l'ai écouté le soundtrack, j'ai ressorti mon Discman pour l'écouter avec des écouteurs en stéréo puis tout. Puis quand tu l'écoutes, t'entends le petit côté. Puis je dis ça avec tout l'amour du monde et tout l'amour que je porte aux choses amateurs. Et on l'entend ici, toutes les petites maladresses qu'il y a. Puis pas juste de Joss Whedon, mais dans les paroles de certaines affaires qu'il faut vraiment que tu sois aiguisé pour comprendre. Des fois, les notes qui sont manquées ici, là, mais qui sont tellement attendrissantes parce que c'est nos comédiens qui les chantent, puis c'est comme un peu notre famille. Moi, ça, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël à remettre. Je trouve que c'est un beau moment qu'on a vécu dans une vie, que dans notre série, nos comédiens, toute notre gang se mettent ensemble et nous font un musical de leur univers. Ça, là, c'est... Il n'y a rien qui a égalé ça là, depuis ce temps-là. Mais Joss Whedon étant fan effectivement de comédie musicale, en fait, cette idée-là de faire un épisode de comédie musicale, il l'avait dès le début de la série, mais sauf qu'en fait, la CW a jamais voulu le laisser faire. C'est Et vrai. donc, dès qu'il est arrivé sur le nouveau network, boum, nouvelle saison, hop, il l'a casé direct. Première occasion. Je vous propose de terminer du coup avec la saison 7. Donc saison 7, la dernière. Pour le coup, donc Bruno, si tu veux nous parler un petit peu de ça. Quelle horreur, mon Dieu que ça fait mal. Saison 7, on se fait annoncer direct au début que c'est la dernière saison. Et là, on met un reverb sur ultime saison. Parce que Sarah Michelle Gellar ne veut plus revenir pour Buffy. Elle veut passer à autre chose. Qui est, ça a tellement dû être difficile pour elle, pareil, d'avoir tout ce monde-là. Tu sais, si elle à part, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est le nom du show, c'est son visage, c'est Buffy. Elle est morte et elle revient comme. Puis là, il fallait qu'elle meure pour. Mais elle n'est pas morte, mais tu sais, qu'elle finisse. Alors, voilà, c'est toute bonne chose à une fin et on nous annonce ça direct au début. Et on commence la saison 7 avec la peur au ventre qui nous suit du début jusqu'à la fin. On change même de compositeur musical, donc c'est une bonne chose, justement, qu'on ait mentionné un peu la musique avant, parce que là, on passe de Christophe Beck à Rob Duncan qui nous fait un peu plus un score épique dans celle-là. Donc, on sent plus une âme dans Buffy qui nous parle, qui ressemble à Lord of the Rings quasiment, là. Quelque chose là, qui... on revient au début de Buffy, puis on nous l'explique bien avec, on revoit tous les maîtres et tous les maîtres qu'on a eus, les antagonistes. Les grands antagonistes, oui. Puis, on revient justement au début où est-ce qu'on nous dit il va falloir qu'on retourne dans le cœur de la tueuse pour la vraie fin, puis on nous montre le visage de Buffy. Tu sais, dans le premier épisode, quand elle dit, quand ça termine, c'est Buffy qu'on voit qui représente The First. Et The First est pour moi, selon moi, le vilain le plus terrifiant de toute la série de Buffy parce que il est le mal. Je veux dire, il est chaque mauvaise pensée peut se montrer comme étant chaque personne décédée et connaît les secrets de tous et chacun. Et même une armée de tueuses a peur de lui.
Donc, ça dit à quel point. Puis, tu sais, tout le monde le sent, puis c'est une vibe, le fameux instinct qu'on a à l'intérieur. Tout le monde quitte Sunnydale pour faire place à Buffy qui monte une armée. Giles qui est plus là. En tout cas, honnêtement, la saison 7, là, ça fait vraiment peur. En plus, l'armée qui se tourne contre Buffy, ses alliés qui se tournent contre elle, elle se ramasse tout seul. Il y a juste Spike qui l'écoute encore, mais Spike n'a pas d'âme. Donc, est-ce que c'est ça? Tout ça, là, le fait que Spike se soit forcé sur Buffy dans la saison 6, ça aussi, c'est un aspect important que Buffy a du mal à pardonner là, dans la saison 7, puis qui la tourmente. Honnêtement, puis on répond à beaucoup de questions dans cette saison-là. On revient aussi à Buffy qui doit se battre contre Anya, doit faire le choix de tuer une amie, le fameux choix que Giles a eu à faire dans la saison 5. Buffy, elle a planté là, l'épée là, dans Anya, là, elle l'a fait, on n'en parle pas. Elle revient sur Angel quand Alex il a dit que Willow il avait dit kick his ass, puis Willow était comme I never said that. Hey, on est revenu là-dessus. Fait qu'on règle certaines petites choses dans la saison 7 qui est oh là là, c'est vraiment l'ultime saison. Et c'est une réussite, selon moi. Là, je sais pas, vous en pensez quoi, vous autres? T'as dit un truc, tu disais que oui, Spike il est avec Buffy mais qu'il a pas d'âme. À ce moment-là, si justement il en a une. Ah mon Dieu, c'est vrai! C'est vrai. Ça, d'ailleurs, on doit revenir sur le cliffhanger ultime de la saison 6 où Spike obtient son âme quand même. Mm. C'est un truc très sérieux et qui est très grave et qui fait qu'on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on a pardonné à Angel. Moi j'ai beaucoup de mal à pardonner à Spike. Ouais, Spike fait littéralement une tentative de viol sur Buffy. Ce que ferait un vampire qui n'a pas d'âme, hein, quelque part. On se dit oui, bah c'est peut-être pas si surprenant que ça de la part d'une créature comme ça, mais là il y a toute cette espèce de romance un peu tordue où Buffy couche toxique avec lui parce qu'elle a besoin de passer outre les traumatismes qu'elle a à ce moment-là. Donc lui il se sent un peu comme un tomboy et donc du coup il pète un câble et il commet une tentative de viol à un moment où elle est à plat parce qu'elle a affronté je sais plus quelle menace quoi. Elle a le dos en vrac, Et la scène est hyper éprouvante, enfin c'est horrible. Et Spike quitte Sunnydale en disant t'inquiète, je vais revenir et tu vas avoir ce que tu mérites. Alors tu sais, à ce moment-là, tu dis qu'il va ourdir une vengeance absolument folle. Sauf qu'en fait, le dernier plan et la dernière réplique de la saison 6 t'apprend qu'en fait, il a fait tout ça pour récupérer son âme, quoi. Histoire de qu'elle ait littéralement ce qu'elle mérite, c'est-à-dire un boy, un vrai boyfriend avec une âme comme l'était Angel quoi. Sauf que même quand il revient dans la saison 7, bah il est torturé par lui aussi par le The First, par la force initiale et comme l'a été Angel, donc tout est en replay, tout se refait, mais en plus Buffy doit essayer de retrouver de la place pour lui et en fait t'en dis mais non, mais on va le se faire foutre, mais il y a toujours cette espèce d'horrible tragédie qui est la notion d'âme dans cette série quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait sans son âme, il ne le referait pas avec son âme, quoi. Et c'est cette espèce d'horrible notion. Et ce qui fait que moi, j'ai toujours, en fait, une espèce de rejet vis-à-vis de Spike dans cette saison. Parce que je me dis, je suis en ambivalence là, je sais pas. Sa souffrance à lui, par contre, comparativement à Angel, que lui, je trouvais que, mais peut-être parce que ça faisait plus longtemps aussi qu'il était en souffrance, mais je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis pour vrai, parce que c'est vrai que ce que Spike fait, c'est pire, là, parce que je trouve que c'est presque pire que tuer, même plus. En tout cas, c'est un avis que je figure ça serait complètement un autre épisode. Hein. Mais c'est vrai que ici, par exemple, le pardon, je l'accorde plus facilement à Spike parce que James Marsters joue la souffrance d'un niveau. Tu sais, quand il se couche sur la croix dans l'épisode 2 de la saison 7. Hey, c'est dark, ça, là. Il se couche sur la croix, puis on voit la fumée parce qu'il veut s'absoudre la souffrance qui fait vivre aux autres. C'est... Oh là là! Puis ça, c'est fort parce que ce que je trouve que ça apporte, c'est aussi le pouvoir du pardon. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans, dans le processus qui se fait, que l'autoflagellation aussi que Spike se fait, de l'automutilation, dans le fond. Tout ça, ça amène des choses à laquelle on peut vraiment réfléchir, puis que Buffy, il faut qu'elle passe à travers, en plus de la fin du monde qui s'en vient. Ouais, c'est vrai, mais il y a que cette série, je trouve, qui crée cette espèce de dualité morale et psychologique et même philosophique, hein, si tu veux aller par là, où tu te poses, est-ce que le pardon est possible? Vous avez 3 heures, quoi. Là, tu fais, waouh, putain,
c'est délicat, quoi. C'est super délicat comme série, comme Saison. arc comme arc dans une série, comme saison, c'est hyper touchy, quoi. Et c'est aussi une saison qui en fait elle n'a pas de Monster of the Week, c'est un fil rouge qui est très clair. c'est vrai. Il y a déjà un peu un fil rouge dans la 6, mais là il y a vraiment un fil rouge constant. C'est-à-dire que si t'as raté l'épisode d'avant, c'est un peu la merde. Faut mieux pas. C'est plus du Monster of the Week. Il y a parfois un ou deux monstres chelous, comme l'espèce de imp bizarre qui dévore Willow au fur et à mesure quand elle revient d'Angleterre après l'avoir rendue Oui, invisible. la veste. Ouais, celui-là, il est, Ouais. celui-là, il est glauque. bien malsain, il est bien Ouais. malsain, il est bien dégueu, très réussi, cela dit. Mais c'est vraiment la force initiale et son sbire Caleb là, qui est joué par Castle, le mec de Castle là, j'ai plus son nom en tête. Mais il est rien ne se perd dans Buffy. Il avait auditionné pour être Angel à la base. Il aurait été tellement bon pour jouer Angel. Enfin, du coup, Wow, ils l'ont pris, effectivement, ils l'ont mis en Joué Caleb, ouais, qui Ouais. en fait là aussi c'est un peu comme Gloria, ils ont poussé les curseurs de la misogynie et de la saloperie au top du top pour créer un personnage de méchant qu'on n'aura qu'une envie on n'aura qu'une envie, c'est de le voir crever. Et c'est vrai que je crois que c'est un des personnages où tu as le plus de satisfaction à le voir mort, quoi. Parce que lui, ça peut pas être le personnage que tu adores détester, comme d'autres méchants de la série, quoi. Lui, c'est vraiment, tu veux qu'il crève, quoi. C'est vraiment une sale enflure et point barre. Et il le joue super bien. Il est super doué, cet acteur. Nathan Fillion, qui était dans Firefly aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la boucle est bouclée parce qu'on a démarré notre série au lycée et on revient au lycée. Parce que on revient au Buffy elle, donc, est embauchée en tant que conseillère d'orientation. En plus, le poste est plutôt marrant. Et voilà, on revient au lycée. Le nouveau directeur est un tueur de démons et de vampires à ses heures perdues. C'est le fils d'une précédente tueuse, d'ailleurs. Tout à fait, fils d'une tueuse Spike a tué. que Spike a zigouillé. Et on a le retour de Face. Alors, moi, personnellement, j'étais ouais. à fond. Oh mon Dieu, Dieu merci. Et même Angel qui revient Et même Angelo, tout à fait. à la Il fin. revient pour la bataille finale, t'es trop content de le voir débarquer pour venir foutre quelques tatanes. En fait, il vient lui apporter un artefact ou un truc dont elle a besoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échos entre Angel et Buffy à ce moment-là. Parce que la série Angel, en fait, se poursuit une saison de plus après l'intrigue de Buffy. Ce qui fait que Spike va revenir malgré son sacrifice dans Angel. Tout à fait. Et c'est assez génial, en fait, d'avoir pu assister à l'arc de rédemption de Face dans Angel, au moment où elle revient dans Buffy, parce qu'il me semble qu'en fait elle se libère dans la série Angel pour venir aider à Sunnydale. Il me semble qu'elle est en prison à ce moment-là, et en fait quand elle comprend qu'on a besoin d'elle, elle se libère, elle pète la gueule des gardes et elle y va, quoi. Et c'est assez cool, quoi, de voir vraiment. Il y a un très bel arc de rédemption de méchants. Encore une fois, c'est une série qui offre des beaux arcs de rédemption à ses méchants. Oui, il y en a qui choisissent le bien. Moi, c'est ça que je trouve, beau là-dedans. Mais après, tu sais, ils choisissent pas le bien parce qu'ils ont eu un grand discours. Non, ils se sont pris des mandales dans la gueule, ils se sont pris des trucs dans des parpaings dans la tronche qui font qu'ils sont obligés de réviser leur jugement et d'aller contre leur nature profonde, quoi. Que ce soit Spike qui va contre sa nature de vampire pour se faire instaurer une âme, ou Face qui décide de revenir dans le lieu où elle est littéralement morte, pour aider sa rivale de toujours à lutter contre un truc sans lequel de toute façon personne pourrait lutter seul. Donc il faut y aller, quoi. Puis là, les curseurs de méchants et de puissance vont très loin. Il y a l'apparition des Turok-kan, qui sont les premiers vampires de la création, qui sont des espèces d'orques hyper puissants, qui ont d'ailleurs un physique très proche du maître. Oui. Et sous testostérone, c'est pour ramener à quel point en fait le maître était ancien. Et eux sont encore plus anciens, en fait. Ils ont ce côté chiroptère un peu inquiétant, et ils sont extrêmement puissants. Et tu vois Buffy galérer. En fait, quand tu vois Buffy galérer contre un ennemi, c'est assez rare, mais quand tu le vois, tu ressens la perte, quoi. Tu fais, mais comment elle va faire? Moi, c'est vraiment la série où je me suis dit le plus, mais comment elle va vaincre, quoi? De quelle manière? Moi, j'y croyais plus, là, à un certain point, là. Je me demandais qui allait crever, et je t'avoue que la dernière mort de la série, celle d'Anya, moi, elle me tétanise. Elle est d'une violence et d'une gratuité, et oh là là. Mais la meuf n'a plus de pouvoir, elle a plus rien, elle va se battre quand même. Tu vois, c'est ça que je trouve très fort. Il y a aucun espoir, il faudrait qu'elle se casse, mais elle est là. Même Dawn est là. Dawn, elle est là, elle a une arbalète, elle va se battre.
ils ont plus rien à perdre, quoi. Il faut. Xander aussi, Xander, il a perdu un œil. Mais Xander qui perd un œil, c'est horrible. Et ça, je trouve ça très fort aussi, c'est que Xander atteint son paroxysme de développement d'arc de personnage à ce moment-là, puisque Caleb le chope. À ce moment-là, il est ce grand frère de substitution pour toutes les jeunes tueuses en devenir, qui se tournent vers lui parce que c'est le seul qui n'a pas de pouvoir, qui a l'habitude de gérer les histoires surnaturelles des autres et plein de trucs comme ça. Il y a un moment très tendre avec Dawn, un moment qui pense qu'elle va devenir une tueuse potentielle avec les autres, mais qui en fait pas du tout. C'était sa copine qui allait devenir une tueuse potentielle. Tout à fait. Où Alex lui dit un truc du genre ouais, ils sauront jamais ce que c'est d'être nous, quoi. Et c'est triste. Et de l'autre côté, c'est heureusement qu'ils ont Alex. Et en fait, Alex est cette figure, donc je disais, de grand frère de substitution pour tout le monde. Il a atteint ce degré où en fait il est devenu cet adulte assez responsable. Et Caleb le chope pendant le combat. Il le regarde et il lui fait: tu es celui qui voit tout. On va y remédier. Et c'est là qu'il lui crève son œil. Et en fait, en lui disant ça, tu es celui qui voit tout, en fait, Alex est le personnage qui est le témoin de l'avènement de la prise de puissance de la femme dans la société. C'est-à-dire que depuis le début, il voit Buffy, qui est cette incarnation de la force, de la puissance féminine, devenir ce qu'elle doit être contre un régime patriarcal, au point où elle va carrément renverser le conseil, et le conseil va courber les chines devant elle en lui disant: ok, on te remet l'artefact, tu veux partager ton pouvoir avec toutes les tueuses, vas-y, allez, on va tous derrière la tueuse. Bon, ils se font exploser par la force, mais ils étaient prêts à aller derrière elle. C'est elle qui devient la leaduse. Les femmes vont prendre, les tueuses potentielles vont partager le pouvoir avec Buffy, et Alex est le témoin de tout ça. C'est lui, l'homme d'hier, qui va devenir l'homme de demain, c'est-à-dire celui qui est compréhensif, qui comprend l'importance de l'égalité et la force interne et intime et mythique de la femme, en fait. Et ça, Caleb, il peut pas l'encadrer, quoi. Il le voit, il fait: c'est celui qui voit tout, c'est lui le témoin, en fait. Et c'est très fort symboliquement de lui enlever son œil à ce moment-là. Il aurait pu lui enlever les deux. Bon, ça aurait été... Moi, j'ai cru qu'il allait crever. Mais en fait, là, t'es touché. Non. Tu fais, oh mon Dieu, hey, tu as tellement bien raconté ça. Moi, je t'ai embarqué dans ce que tu as dit, là. Symboliquement, moi, je le vois comme ça. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que Alex, en fait, est devenu ce témoin du changement, ce témoin inexorable du changement. Et de la même génération. Celui qui aurait pu écrire la Bible. La Bible de la tueuse, ça pourrait être lui. Hey, avouez que vous voulez lire ça, là. Drette là. Dans les suites en comics, il devient un Nick Fury pour tueuse. Donc, c'est très fort, quoi. Ouais, je sais pas ce qui se passe après. Moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup suivi la suite. Alors, on va en parler justement un petit peu plus tard parce qu'il y a eu des suites, effectivement, en livres, en comics, etc. Et c'est intéressant aussi, pour le coup. Mais je vous propose de terminer, effectivement, avec la série. Donc, ouais, effectivement, ouais, le mal et le mal originel. Donc, dans un premier temps, Buffy va vaincre Caleb. Est-ce que vous aviez compris que c'était The First avant qu'eux autres dans la série trouvent que c'était lui? Non. Ah, l'antagoniste. On l'avait vu dans la 3, là. Non, en fait, le seul moment où j'ai commencé à me le dire, c'est quand The First torture Spike en prenant les apparences de tous les méchants, du plus récent jusqu'au maître. Je trouvais ça très fort. Que tous les comédiens reviennent déjà juste pour cette scène, c'est trop cool. C'est clair. Mais ça, c'est dans le premier épisode. Et là, ça m'a rappelé le fait qu'il imite Jenny Calendar dans la saison 3. Là, je me suis dit, mais ce serait pas machin truc là, enfin, ce serait pas ce truc là. Mais j'en ai pas eu confirmation jusqu'à ce que les personnages le disent, quoi. Là, moi, je me rappelle, je me vantais de ça dans le cours d'école, là. J'étais comme: ah, moi, je sais, c'est The First. Je suis sûr que c'est The First. Puis c'était The First. C'est The First. Voilà. Bon, ouais, donc effectivement, voilà, ça se termine avec la destruction pure et simple de Sunnydale. Et voilà, l'avènement de l'armée des tueuses. Ouais. C'est vrai que c'est ça, symboliquement, c'est fort aussi. C'était magnifique, la scène avec la musique là, qui joue quand ils se battent dans le souterrain, dans la bouche de l'enfer, là. Ah, que c'était épique. Le sacrifice de Spike, qui est très fort aussi, qui est très beau. Bien sûr. Ah oui, la main qui prend feu avec elle, puis qu'elle dit qu'elle l'aime, puis que... Oh my God! Hey, moi, j'ai ben trop embarqué là-dedans. Là. Oh là là! Ah bah oui, quand tu vois coup sur coup Anya mourir, tu te demandes qui va réussir à s'en tirer, tu vois Spike rester aussi sur le carreau. Tout le monde s'en tire, en fait, même Dawn s'en tire, tu vois, alors qu'elle devrait même pas arriver à... Elle a appris un peu à se battre au contact de Buffy, mais en fait, tu dis t'es la moins armée pour pouvoir survivre à cette baston, quoi. Et en fait, oui, ils survivent presque tous, enfin, le quatuor principal survit, c'est déjà cool. Oui, heureusement. J'aime bien aussi cette séquence où ils se quittent dans le couloir, Giles parle de son côté, et en fait, il y a Willow, je crois, c'est Willow, Anya
et Alex qui sont avec elle, et en fait ils échangent tous un regard avant de se quitter, et en fait le regard avec Alex est plus long. C'est le dernier avec lequel elle casse, et le regard qu'elle échange avec Alex c'est un peu plus long. C'est Ok, vraiment pas, je regarderai. c'est la première personne qu'elle rencontre à Sunnydale. C'est vrai. C'est la première personne qu'elle rencontre à Sunnydale, c'est Alex. Donc quand on dit qui est le meilleur ami de Buffy dans le trio, alors les trios ça fonctionne comme ça. Enfin moi je sais que j'ai fait partie d'un trio au collège et au lycée aussi. Et le truc c'est que pour moi je pense que c'est Alex le best friend en vrai. Il est capable de dire les vérités qui blessent, comme je l'ai dit tout à l'heure, tandis que Willow est plus là pour arrondir les angles. Et Willow, elle devient méchante pour de vrai à un moment pour le coup. Donc ça casse peut-être un petit quelque chose dans l'amitié, mais je pense que le vrai best friend c'est Alex. Et je pense que cette dernière scène le prouve assez clairement quoi. Mais au point où, à un moment donné, je sais plus si c'était sur la saison 5 ou saison 6, mais Sarah Michelle Gellar et Nicholas Brandon. Ouais, et ils sont arrivés en fait en proposant justement une histoire où ils se mettraient ensemble en fait. Ouais. Saison 5 ou 6 en fait. Ils avaient proposé ça et donc ça a été refusé, mais ça aurait pu se faire. Ouais, ça aurait pu. Je pense pas, je veux pas. Non. Bon, j'aurais pas trop voulu que ça se concrétise, mais bon. Mais ça aurait pu, voilà. Potentiellement, les deux acteurs, en tout cas concernés, étaient venus et avaient proposé ça à la prod. Voilà. Particulier. Mais non, moi, honnêtement, puis j'aime ça, la fin de Buffy comme ça, qui elle se fait demander qu'est-ce que tu vas faire maintenant et on finit ça comme ça. Tu sais, elle sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Tu sais, elle sait pas. C'est justement ça qu'elle voulait depuis le début, ne pas savoir que demain n'arrivera probablement pas, et dormir. Prendre une petite retraite. Ouais, elle va aller écouter I Know What You Did Last Summer. Voilà, exactement. Alors, au niveau des récompenses de la série, donc il y a eu plusieurs récompenses aux Saturn Awards, dont meilleure série et meilleure actrice pour Sarah Michelle Gellar. Aux Emmy Awards pour la meilleure musique originale, aux SFX Awards en fait, pour la meilleure série et meilleur acteur pour James Masters et Sarah Michelle Gellar, et plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Quand même, pour une série pour ados, c'est pas si mal. Je pense qu'il a gagné juste 2 Emmy, si je me trompe pas, qui est Hush puis The Body, si je me trompe pas. J'ai pas les noms exacts. J'ai pas noté exactement pourquoi c'était. C'est drôle parce que c'est 2 épisodes, un qui manque la musique puis un qui a juste la musique. Fait que c'est quand même particulier. Oui, c'est clair. Fait que c'est preuve qu'il est comme soit qu'il est meilleur quand il femme, ça y est. Non, ok, c'est correct. Alors justement, là, toi, tu parlais de musique, Bruno, justement. Comme je le disais tout à l'heure, tu nous as préparé un petit dossier là-dessus, sur la musique de Buffy. En fait, préparer un petit dossier, je ne sais pas à quel point on peut appeler ça comme ça, mais c'est bien gentil, ça me valide tellement. Mais c'est le fun parce que oui, Buffy a été un peu, je ne veux pas dire victime, mais a été un peu MTV. Hein, c'était dans l'ère où est-ce qu'on promouvait. Puis on promu beaucoup de bandes, je dirais plus underground, qu'on a vu qui ont sorti sur 3 soundtracks différents. En fait, 2 soundtracks plus un soundtrack de musical qui ont sorti tout seuls. Mais je trouve qu'on en a beaucoup parlé. Je trouve qu'on les a mis beaucoup mainstream, les bands qui ont été partis. Mais tu sais, on a eu Nerf Herder qui a joué la pièce titre de Buffy, la chanson thème qu'on aime encore à ce jour. Biff Naked qui a été là. Mais celui que j'aimerais vraiment beaucoup... Ah ouais, Garbage, je ne me rappelais pas de Garbage. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on parle, c'est ceux qui ont composé la musique, le score de Buffy, parce que ça a tellement véhiculé une émotion forte, puis ça a collaboré justement à rendre ça encore plus vrai, je dirais. Plus fort. Peut-être parce que ça nous rejoint plus fort, exactement. Christophe Beck qui a fait la série, en fait, dernier épisode de la saison 1 jusqu'à saison 6. Il a été une ligne là, qui a suivi pas mal Buffy et qui, on s'entend, Christophe Beck, il a été jusqu'à faire aussi le score du film Frozen. Donc, ça nous montre vraiment à quel point on part de quelque part, on se rend que c'est gros, là, Disney, là, quand même, là, pour partir. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il a parti, là, Christophe Beck, mais il a quand même créé une belle symphonie là-dedans. Coup de cœur pour Close Your Eyes. Ah, j'allais en parler. Ça fait mal. Mixé avec la chanson de Sarah McLachlan, Full of Grace, je trouvais que c'était comme le parfait mix, mais oui, là, Close Your Eyes, parle-en, vas-y. Non, mais moi, c'est juste, voilà, pour moi, c'est
C'est quand je pense à me réécouter une musique de Buffy, je mets Close Your Eyes et je peux l'écouter 1000 fois d'affilée. Elle me percute en plein cœur. En fait, tu te figures l'histoire. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais vu Buffy, je trouve, c'est une musique que si tu écoutes, tu comprends l'enjeu, tu comprends. Enfin, tu vois, tout est là en fait. Elle est Je suis entièrement hyper d'accord. parlante, cette chanson Close Your Eyes, et ça m'arrive encore de temps en temps de l'écouter comme ça, juste voilà, pour me mettre. Voilà, ce petit côté doudou un petit peu de Buffy, Close Your Eyes, extraordinaire. Puis on a aussi la chanson qu'il a écrit pour l'épisode, je veux dire Lessons, mais je suis pas sûr, mais c'est l'épisode de Jenny Calendar, donc la chanson thème de Jenny Calendar qui s'appelle Jenny. Ça fait mal. On entend aussi des chœurs dedans. Sacrifice, c'est l'épisode où Buffy se sacrifie et se lance dans le portail. Le portail. Ça, c'est déchirant. J'adore cette chanson-là. Ça me fait pleurer à chaque fois. Puis, après ça, on a sauté justement à Rob Duncan, qui lui a justement scoré la saison 7, qui était, encore une fois, comme je disais, qui est arrivé avec un air plus épique, qui nous a amené à The Final Fight, la chanson thème, qui a une version courte sur l'album Buffy the Vampire Slayer, Radio Sunnydale, Music from the TV Series, qui est le dernier soundtrack qui est sorti de Buffy, commercial, je veux dire. Puis, c'est la dernière chanson dessus où est-ce qu'on l'entend, une version raccourcie de ça, de Final Fight, mais la version prolongée, comme dans l'épisode, elle est sur YouTube, là, qu'on peut aller écouter. Prenez un petit, là, c'est un 8 minutes, là, allez l'écouter. Honnêtement, c'est magnifique, c'est super bien écrit. L'épisode musical, on en a déjà pas mal parlé. Ouais. Fait que, c'est ça que je voulais mettre en scène pour... Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour tout ton travail de recherche à ce niveau-là. Ouais. De ton côté, Arnold, la musique de Buffy, toi, c'est un élément qui t'a marqué ou pas plus? Bah ouais, moi, tu sais, je fais de la musique aussi, donc en fait, forcément, je suis assez attiré par ce genre de choses, et je suis un auditeur de musique énervée depuis que je suis ado, donc là il y a pas mal de groupes de rock qui touchent à quelque chose qui, effectivement, Bruno a raison, qui est très underground, qui est quelque chose auquel je tiens, parce que c'est pas forcément des groupes mainstream qui passent, et c'est l'occasion de faire passer ces espèces de petits groupes californiens qui sont pas très connus et qui font ce son de rock alternatif que moi j'apprécie beaucoup, qui est pas forcément évident à l'oreille directe, mais qui est très riche. Il y a beaucoup d'influences de synthé parfois, il y a beaucoup de trucs comme ça que j'aime bien. Il y a une espèce de douceur qui se prête toujours très bien à la scène qui est utilisée. Le bronze, il y a toujours des très belles scènes. Certains groupes sont des vrais groupes, mais d'autres sont des faux groupes, en fait, qui sont créés entièrement pour l'occasion, pour certaines scènes. Moi, celle qui me marque le plus dans toutes ces chansons, alors il y a un groupe que j'aime beaucoup qui apparaît plusieurs fois dans la série, c'est Darling Violetta, qui en fait qui est le groupe à qui on va confier le générique d'Angel après, qui est un très très beau générique à base excellent. de violon et de excellent. petites guitares. Avec, il faut écouter aussi la version complète, qui est pas celle du générique édité. Il y a une très belle voix féminine. Non, c'est vraiment un très beau morceau, donc il s'appelle Sanctuary, écoutez-le, c'est un très beau titre. Et moi, qui m'avait bien marqué, parce qu'en fait il y a qu'un seul groupe que je connaissais avant de le voir dans Buffy, c'est Case Choice, qui est un groupe qui vient de Belgique, qui est un groupe de rock alternatif absolument génial avec une chanteuse, et leur titre s'appelle Virgin State of Mind, et il apparaît dans l'épisode où la vampire Willow est ramenée à l'époque, dans la timeline normale, et qu'elle entre dans le bronze, et il y a cette chanson là qui est jouée, quoi, et qui dit beaucoup de trucs sur Virgin State of Mind, c'est-à-dire un état d'esprit vierge. Ça parle bien à ce personnage à ce moment-là, quoi, parce que c'est un personnage alternatif. C'est vrai qu'on se rappelle de cette chanson-là. Ouais. Il est très très cool. C'est une belle chanson. Moi, j'aime beaucoup la chanter sous ma douche quand je m'ennuie. Mais non, en fait, j'ai jamais trouvé des icônes qui étaient prêts à ce qu'on la reprenne. Mais non, j'ai jamais trouvé des icônes qui seraient ok pour qu'on la reprenne. Mais dans l'idée, c'est la chanson que je préfère. Elle est très très belle, très bien chantée. Tous les icônes ont des looks parfois hyper marquants. Les chanteuses sont top. Il y a un groupe entièrement féminin, je crois, avec une bassiste et une batteuse qui chantent. Je me rappelle plus lequel c'est, dans quel truc, parce que j'ai pas vraiment préparé un sujet de musique. Mais j'adore. Je la trouve représentative de toute cette période musicale. Toute cette frange de rock alternatif US de l'époque que j'adore et qu'on fait plus trop aujourd'hui,
et que je trouve assez top, quoi. Moi, oui, j'adore. Et puis les scores sont superbes, quoi. Et je crois que la chanson, la musique que je préfère scorer, ça va être celle dont je parlais tout à l'heure, de meilleur vœu de Cordelia, sur le slow-mo là, où le maître tue Buffy, où tous les amis et les amants se butent les uns les autres. Enfin, c'est tragique, c'est génial, quoi. Voilà. Ça marche. Alors du coup, j'ai quelques anecdotes pour vous. Ah. Donc on va voir si vous le saviez. Alors, Sarah Michelle Gellar auditionnait à l'origine pour être Cordelia Chase, mais elle a finalement tenté sa chance pour le rôle de Buffy, tout comme les actrices qu'on a retrouvées par la suite, comme je disais tout à l'heure avec celui qui a joué Caleb. En fait, rien ne se perd dans la série. Du coup, on a eu Carispa Carpenter qui a essayé de jouer Buffy et qui donc a terminé avec le rôle de Cordelia. Julie Benz qui a terminé en Darla. Mercedes McNabb en Harmony. Ah, mon Dieu, ça aurait été drôle, ça. On n'a pas assez parlé de Mercedes McNabb, mais elle est top. Ah. Elle est géniale. Extraordinaire. Harmony, extraordinaire personnage. Ah oui, t'as un personnage qui est excellent. Effectivement, on la voit furtivement se faire mordre pendant la remise des diplômes saison 3. Et on la revoit en vampire de haut niveau. Ouais. Alors après, côté désintégration de vampires, chaque désintégration apparemment coûtait $5,000 à la prod. Et là là. Ouais, bah, ça va. Bon budget de OCFX. Non, c'est vrai que bon, au début, c'est quelque chose quand elle tue un vampire, mais au bout d'un moment, ça devient un peu routinier. Et en fait, quand tu commences à te dire, ouais, $5,000 à chaque fois qu'elle tue un vampire, effectivement, ça commence à faire un peu d'argent. Alors après, on a le personnage de Dawn. On a dit, c'est vrai qu'elle était un petit peu plate, un petit peu, voilà, elle manque, elle a été un peu laissée sur le bas-côté, comme tu le disais tout à l'heure, Arnold. Et basiquement, elle devait être douée de télékinésie et du pouvoir de parler aux morts. Ah, pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça? Il me semblait avoir lu ça quelque part, ouais, effectivement. Ah bah ça aurait été autre chose, effectivement, elle aurait eu un peu plus sa place au sein du groupe, quoi. Bah, disons que si ça avait été une capacité dont elle aurait hérité à partir de la saison 6, pourquoi pas. Ça aurait été cool. Complètement. L'acteur Nicholas Brandon, donc qui incarne Alex, il a un frère jumeau dans la vraie vie. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu jouer l'épisode où il a un double, sans effets spéciaux, sans rien en fait. Ouais, c'est très chouette ça. Mais là, il paraît que ça a surgi qu'il aurait utilisé le jumeau une couple de fois dans la série sans qu'on le sache. Ah bah oui, à partir de là, déjà dans cet épisode, tu vois, enfin c'est un jumeau quoi. Jumeau, Donc quoi, ouais. Oui. c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Un pilote de série animée, Buffy contre les vampires, existe, mais il n'a jamais été diffusé ni greenlighté. Quel dommage. Je suis d'accord avec ça. Il me semble que Buffy pour les enfants, c'est une bonne chose. Peut-être c'est une bonne façon, justement, d'envoyer des beaux petits messages. Bah, après, si vous voulez voir un peu le design des personnages, c'est trouvable sur Internet. Hein. Oui, on Vous les pouvez voit. voir à quoi ça ressemble. Ça aurait pu être très chouette. Moi, j'aurais été pour. Ouais, j'aurais été assez curieux de voir ça, ouais. Le pilote de la série, avec une autre actrice qui joue Willow, n'a jamais été diffusé, mais il est trouvable sur le net et on en parle dans un certain podcast qui s'appelle Buffy sur le pod, contre le pod en l'occurrence. Ouais, oui. J'aime bien parce que tu étais attentif à ce que je raconte, Bruno, mais je suis en train de parler de toi. Ben, je pensais pas que c'est là que tu t'en allais, c'est pour ça. Fait que là, j'étais encore pas surprise. Ouais, effectivement. Donc voilà, et pour ceux qui moi, je l'ai découvert en faisant les recherches, tu vois, je le savais même pas avant. Mais effectivement, il y a eu cet épisode pilote qui a jamais été diffusé. Riff Reagan, qu'elle s'appelait. Ah, la fameuse Willow avant Alison Hannigan. Ouais. Ça Qui va. a 34 ans. Alors, le lycée de Sunnydale est en réalité la Torrance High School et a également servi pour la série Beverly Hills. Ouais, d'ailleurs, on voit aussi cette école dans un teen movie que j'aime beaucoup qui s'appelle Trop bien pour elle ou Trop belle, je sais plus. Trop bien pour elle, ouais. Trop bien pour elle avec Freddie Prinze Jr. Voilà. C'est ça. Et dans laquelle Sarah Michelle Gellar apparaît en caméo au cours d'une scène dans un réfectoire. Puis je pense que c'est pendant que l'épisode qui filmait l'épisode que t'aimes là, avec Cordelia, meilleur vœu de Cordelia, parce qu'il me semble qu'elle est habillée pareil avec la queue de, queue de cheval en tresse. Là. Peut-être. Ici, ça s'appelle Elle a tout pour elle. D'accord. Et qui a été couvert par les amis de Cinérum, voilà, dans un épisode récent. Je suis très client de teen movie, on peut y aller. On fera peut-être un épisode hors série Teenage, un de ces quatre, on sait jamais. Le personnage d'Angel n'était pas censé apparaître après l'épisode pilote. Et en fait, il devait le faire revenir peut-être dans quelques épisodes.
Et puis finalement, il est resté 3 saisons, il a eu son spin-off. Voilà. Bon, pour un personnage qui ne devait pas rester longtemps, c'est pas mal. Et à la base de la base, il l'avait appelé d'ailleurs Angel parce que c'était censé être littéralement un ange venu pour prouver sa valeur et avoir sa place dans les cieux, mais il finira en vampire doté d'une âme sur les conseils de David Greenwalt. Eh ben, heureusement. Ouais, je trouve ça plus intéressant quand même. Et donc la petite dernière, une série centrée sur Giles et intitulée Rupert avait été envisagée. Ça, j'aurais adoré. Je crois que ça devait être une mini-série coproduite par la BBC, il me semble. J'aurais adoré. J'aurais adoré ça. C'était pas censé s'appeler Ripper? The Reaper, ça devait s'appeler. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, moi, je sais pas, j'ai Rupert. Bah, c'est son prénom. Enfin, dans tous les cas, ça fonctionne. Il y a soit c'est ça son surnom, soit son prénom. Donc. Puis peut-être que ça aurait été Rupert en français. Peut-être qu'il y avait déjà prévu le doublage. Faut qu'un scénariste de comics l'adapte, ça, puisqu'ils l'ont toujours pas fait. Ce serait cool. Alors, justement, je voulais parler un petit peu de Buffy et ses représentations. Et alors là, pour le coup, Arnold, moi, je l'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube, justement, de la Grande Entrée, des essais, et notamment, alors celui que j'ai lu, moi, c'est le livre Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité. Et à côté, tu parlais aussi de Buffy Baroque Épopée. Baroque Épopée de Fabien Clavel qui est là. Je les montre, je fais mon VRP, voilà. Ah, ils sont beaux, les livres, ils sont tellement beaux. Franchement, ils sont beaux, ouais. Franchement, celui-là, il est beau, il est épais, il est cool, il est deux belles lectures. Ouais, les deux sont, enfin, en tout cas, celui de Marion Olité, moi, je n'ai lu que celui-là, donc je ne peux parler que de celui-là. Mais j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu difficile d'accès parce que ça se voulait une étude un peu diversitaire, etc. Et en fait, je trouve ça ultra intéressant. Et il y a pas mal de moments où je lisais le livre et où d'un coup, je reculais, j'arrêtais de lire et je me disais « Ah mais ouais, j'avais jamais fait attention à ça. Ah mais ouais, putain, ouais, c'est vrai. » Et c'est ultra instructif, en tout cas. Donc je le conseille à tous ceux qui s'intéressent à Buffy. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors justement, Arnold, est-ce que tu peux nous parler de Buffy et de ses représentations ? Alors déjà, en fait, il y a un truc qui s'appelle aux États-Unis, majoritairement, je pense qu'au Canada, tu me diras, Bruno, s'il y a, qui s'appelle des Buffy Studies, qui en fait, Buffy a eu un tel impact en fait sur les premières générations qui ont vu la série, qu'il y a eu des études universitaires très poussées, notamment via des mémoires d'abord d'étudiants, puis par des étudiants devenus professeurs, qui ont vu dans cette série absolument tous les grands messages de la pop culture moderne et des thématiques féministes avaient apporté au monde de la série télé et un peu par extension au cinéma, et qui font que Buffy est un vrai jalon en fait d'études très sérieux en fait aux États-Unis. Et il y a eu donc des myriades de livres qui sont donc dans la langue de Shakespeare, qui analysent en fait, décortiquent la série, parfois sous l'angle du féminisme, qui est un des trucs les plus vus, sous l'angle de la culture queer, sous l'angle de la toxicité masculine, sous l'angle du fait adolescent, de la philosophie classique. Enfin, il y a énormément de Buffy Studies comme ça. En langue française, on n'en a eu que 3, dont 2 qui sont sortis l'an dernier, donc celle qu'on vient de citer, et un autre qui est sorti dans une collection très courte chez Brajlon qui s'appelle Philosérie, qui là, pour le coup, marque, c'est vraiment pas forcément facile d'accès si t'as pas toutes les clés en termes de culture, de philo, etc. Il y a certains articles, parce que c'est plusieurs autrices qui écrivent les articles. Il y en a qui sont assez accessibles et on comprend assez vite, et d'autres qui sont absolument pas, qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu maintenant, mais je sais qu'il y en a certains qui m'ont un peu laissé sur le carreau. Pour le coup, celui de Marion Olité, il est vraiment porté sur la vraie lecture moderne de l'œuvre. Alors ça, c'est sorti octobre 2023, chez Playlist Society. Ça, c'est une vraie lecture moderne de la série. Ça dure 120, allez, je te dis ça, 157 pages. C'est vraiment pas très long. C'est écrit assez gros et tout. Donc c'est une lecture qui est assez abordable. Et ça traite vraiment Buffy sous tous les angles. Vraiment tous les angles que l'on peut imaginer. Que ce soit la culture adolescente, le féminisme, la lecture gay, plein de trucs qui sont hyper bien faits. Ça intègre, comme le livre de Fabien Clavel d'ailleurs, tous les faits récents qu'on sait sur Joss Whedon, avec un petit peu une petite étude du personnage qu'est Joss Whedon par rapport à ce que son œuvre véhicule aujourd'hui. Enfin, ça se pose des questions, ça apporte pas de réponse totale et définitive, mais ça a le mérite qu'on ait 2 bouquins qui parlent vraiment de ça, et au fur et à mesure, il y aura sans doute d'autres Buffy Studies qui sortiront et qui mettront en exergue cet aspect un peu nouveau en fait de l'analyse Buffyesque.
Le Fabien Clavel, il est sorti chez Nemos. Alors, c'est un livre qui est beaucoup plus gros, hein, qui est plus épais, qui fait dans les 220 pages. Pas la même pagination non plus, mais alors là, pour le coup, c'est écrit un peu comme si ton grand frère te parlait. C'est vraiment plus accessible dans le ton, dans l'approche littéraire pure, quoi, parce que c'est un écrivain de fiction qui écrit, qui en plus est professeur, donc t'as un vrai côté professoral et tout. Par contre, il traite vraiment de la question du mythe et de tout l'aspect mythologique de la série. Alors il va te sortir énormément de faits en rapport avec la philosophie classique et la mythologie grecque et ancienne et tout ça, qui parfois faut un peu s'accrocher. Je t'avoue qu'il y a 2-3 fois j'ai fait si je l'ai pas, je l'ai pas. Alors il laisse énormément de notes de bas de page qui sont assez cool. Pour moi c'est 2 ouvrages très complémentaires, c'est 2 visions très différentes, mais en langue française, si vous voulez lire des trucs sur Buffy, je pense que c'est 2 livres qui se valent vraiment tous les deux. C'est pas un très gros budget, ça va être entre 17 et 19 pour chaque. Maintenant, à cette heure-là, vous les trouvez peut-être d'occasion en plus. Mais c'est super bien qu'on ait fait ça. Donc ça, c'est pour l'édition française, mais bien sûr, Buffy a continué à survivre bien avant ça et à faire survivre le fandom via bien d'autres choses. Alors ça a commencé, moi pour ma part, en tant qu'ado, ça a commencé avec les romans et les novelisations. En France, c'est sorti chez Fleuve Noir d'abord. Après, ça a été plus ou moins réédité par Brajlon dans des gros volumes pseudo-intégrales, mais en fait, c'est pas des vraies intégrales. Ils ont sélectionné les meilleurs, mais je pense que ça s'est pas très bien vendu en vrai. Donc, ils les ont pas tous réédités. Il y a 5-6 volumes d'intégrales. Mais sinon, vous pouvez retrouver tous les petits livres, en fait, d'occasion sur Internet, mais pour une bouchée de pain. Alors, il y a une poignée de novélisations d'épisodes, qui sont les épisodes, mais revus, voilà, avec des petits détails en plus. Et énormément de, je dirais, au moins une centaine de livres, à peu près, d'histoires inédites, qui sont pas canoniques, elles s'inscrivent pas toutes forcément logiquement dans la série, mais comme on était sur une logique de Monster of the Week, bah on peut se dire que tel truc s'est passé à tel moment dans la série. Il y a un des plus célèbres et un de ceux que je préfère s'appelle La pluie d'Halloween. C'est un livre qui se passe, c'est le premier Halloween que Buffy passe à Sunnydale avec un épouvantail qui prend vie sous la pluie tous les soirs du 31 octobre et qui devient un nouveau monstre à tuer. Bon, ça, c'était assez passionnant. Il y en a plein, il y en a une chier comme ça et il y en a pas mal qui sont inédits, qui restent à traduire. Je suis pas sûr qu'ils seront tous traduits, mais il y a même des versions alternatives. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Angel a aussi droit à pas mal de volumes, mais j'avoue, pour ma part, que j'en ai pas beaucoup lu, ou alors j'ai lu à l'époque où la série m'intéressait pas trop, où je la suivais plus vraiment, mais je sens qu'un jour je vais tous me les refaire, ou je vais essayer d'investir dans des lots et je vais m'amuser, quoi. Oui, ça se trouve, ça. Bien sûr. Il y a, bien sûr, Joss Whedon étant un énorme fan de comics, il y a eu des comics, il continue à y en avoir. Alors, il y a eu des dérivés de la série télé dans les années 90, enfin 98, 99, qui étaient chez Semic, qui pareil, sont pas des trucs canons, qui sont pas formidables non plus, mais c'est des petites aventures en plus. Et il y a eu surtout à la fin de la saison 7, le lancement par Joss Whedon d'une saison 8, qui elle est canon, qui est scénarisée par Whedon, et qui fait suite à l'histoire de Buffy, peut-être 1 an ou 2 après. Et où on suit les aventures du Scooby Gang, notamment en Europe, où ils se sont installés. On voit ce que sont devenus Willow, Giles, Faith, énormément de personnages qui affrontent diverses menaces. Alors la menace principale dans la saison 8, c'est un personnage qui s'appelle, je crois, Crépuscule ou Nocturne. Enfin, c'est un mec masqué qui est un peu étrange. On retrouve un peu cet humour et toute la folie qu'il a voulu mettre dans la série, mais qu'il avait peut-être pas toujours les moyens de mettre parce que problème de budget. Dans une BD, au moins, t'as pas de problème de budget à te poser. Tu vois, il y a un moment où ils sont au Tibet avec Oz et ils affrontent des espèces d'entités gigantesques, enfin des espèces de demi-dieux super chelous. En fait, tu dis waouh, c'est pas possible, quoi. T'as une séquence où Buffy s'envoie en l'air avec Angel à base de super pouvoirs, donc on dirait 2 super héros qui baissent dans le ciel. Ça va très très loin. Buffy vit sa première expérience bisexuelle. Enfin, il se passe énormément de choses. Willow et Xander finissent par sortir ensemble. Il se passe plein de trucs, quoi. Et tout ça, c'est canon. Ça fait partie du canon officiel de Buffy. Donc, si vous voulez tenter, ça a été souvent réédité. Chez Panini, ça se trouve, il y a des intégrales. Par contre, malheureusement, les saisons 9, 10, 11, je suis pas sûr qu'il y ait une 12, elles sont pas rééditées.
par Panini, elles n'ont pas été rééditées, donc il va falloir se pencher sur la VO si vous voulez les lire, parce que maintenant en France elles sont que sur internet à des prix qui défient l'imagination, et c'est un véritable scandale. Et en plus la 11e, la dernière, n'a pas été traduite en France, donc vous êtes un peu obligé d'en passer par là. Donc je les ai pas lues toutes, je me suis arrêté à la fin de la saison 9, donc ça reste sympa, mais ça essaie de revenir un peu aux sources avec il y a plus de multiples tueuses, il y a plus que Buffy qui est à nouveau la tueuse, enfin ça revient un peu à la base. Mais ouais, ils en ont fait vachement des comics. Je regardais moi Ouais. quand j'ai cherché. T'as donc la suite officielle, comme tu l'as dit. Il y a Tales of the Slayers. Ouais. Il y a Tales of the Vampires. T'as Frey qui suit une vampire là, ce serait une tueuse pardon, dans le futur. Que tu croises dans la saison 8. Il la croise dans la saison 8. Ouais. Et après t'as les spin-offs sur Spike, sur Willow, Et etc. tu as Enfin, énormément d'épisodes qui se passent au milieu des saisons, qui sont ramenés dans des volumes qui s'appellent Buffy saison 1, il y a 3 volumes, Buffy saison 2, et c'est des petites histoires en fait qui se passent au milieu, qui sont pas canoniques, t'as plein de trucs un peu rigolos qui se passent, notamment la dernière semaine de Buffy au lycée de Los Angeles avant d'arriver à Sunnydale, ah, ok, qui cool. s'appelle Buffy les origines, qui est sympa. Et récemment il y a eu un reboot chez Boom Edition, qui est donc un remake complet de l'histoire de la série télé. Je ne l'ai pas fini pour l'instant, je suis au tome 5 ou 6, il y en a 8 au total je crois, donc là j'ai un peu de sous ce mois-ci, donc je vais me permettre de la continuer. Mais dans l'idée, moi je suis pas spécialement hypé. Bon, ils ont refait un truc très moderne, mais en fait il n'y a plus tout le kiff de trouver des messages, de voir une vraie série sur l'adolescence et sur le fait de ce que c'est de grandir. Par exemple, tu commences la série, Willow est déjà lesbienne, et elle a déjà un look alternatif un peu gothique, elle est déjà un peu intégrée. Alex devient vampire à la fin du premier tome, mais il arrive à dealer avec, mais il a du mal, en fait, il a envie de mordre, mais il y arrive pas. Spike est très vite éjecté, c'est Drusilla qui devient la méchante principale. Il y a que des petits trucs comme ça où en fait tu fais ok, c'est une version alternative, donc je peux accepter, pourquoi pas, pour voir, mais en fait j'aime pas tellement tout est acquis dès le début quoi. D'accord. Alors il y a des trucs très bien, par exemple Kendra a un vrai rôle à part entière. Elle a un vrai elle a un vrai rôle, on voit ses origines, on voit qui a été son premier observateur, on voit plein de trucs comme ça sur des personnages qui sont hyper intéressants que tu ne peux pas voir dans la série. Et bien sûr tout ça répond à des petites demandes, parce que je sais qu'il y a eu notamment des critiques qui ont été faites sur la série, sur le fait que notamment les personnages d'origine ethnique un peu différente des blancs en fait sont pas bien considérés dans la série, etc. Donc c'est notamment le cas de Kendra, parce que c'est le premier personnage noir que tu croises et elle tient 3 épisodes et elle meurt. C'est un peu dommage alors qu'il y avait beaucoup de potentiel. Bon, c'est des choses dont notamment certains bouquins comme celui de Marion Olité parlent sans condamner, mais qui essaient de placer un petit peu le truc, remettre le truc un peu à sa place. C'est les années 90. Après, je me rappelle d'avoir parlé avec quelqu'un pour faire une digression, qui m'avait dit qu'elle était fan de Buffy. C'était une copine qui est fan de Buffy. Et elle a montré la série à un pote à elle qui est afro-américain, qui avait une quarantaine d'années à ce moment-là. Et lui a montré la série, et lui a fait, t'es pas choqué de pas voir des afro-américains dans la série et tout ça. Et en fait, le mec lui a fait, franchement, pas tellement, parce qu'en fait, les quartiers de Los Angeles qui sont montrés à ce moment-là n'étaient pas du tout gentrifiés comme maintenant, en fait. Le lycée de Sunnydale, c'est un lycée de blancs comme on en voyait plein à Los Angeles, quoi. Sunnydale n'est pas une ville qui existe, c'est une ville fictive, mais disons que géographiquement, apparemment, elle se justifie dans la fin des années 90 comme étant des trucs purement blancs, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très gentrifié, c'est beaucoup plus, voilà, quoi. Donc, ça veut pas dire que le comics Buffy Reboot est un comics gentrifié, c'est pas ce que je dis, mais disons qu'il y a c'est moins alternatif, il y a moins, tout est un peu acquis dès le départ, il y a moins de messages, il y a pas de, c'est une lecture sympa, mais j'en fais pas une maladie non plus, quoi. Et bien sûr, il y a eu des livres-jeux, il y a eu des jeux de rôle, il y a eu des jeux vidéo, mais ma connaissance sur le truc n'est pas assez poussée pour que je puisse vraiment donner mon opinion dessus. Alors attends, je vais t'en parler vite fait. Donc tout ça, effectivement, c'est un peu, si tu veux poursuivre l'expérience, c'est un peu l'héritage du truc. Ouais. Donc
pour ceux qui ont connu l'excellente série du Loup-garou du campus, Ah oui. que je suivais religieusement, il y a une parodie où là, elle était appelée Muffy contre les loups-garous. Donc ça, c'est dans un épisode du Loup-garou du campus. Au niveau des comics, donc là, c'est pas du Buffy, mais enfin, je trouve en tout cas que ça en est fortement inspiré. Il y a le comics Something is Killing the Children. Ouais, de Qui est James un Tynion IV. excellent, ouais, exactement, excellent comics. On y retrouve une tueuse de monstres, une petite blondinette qui tue des monstres, qui fait partie d'une organisation, pareil, tueuse de monstres, etc. Voilà, ça me fait fortement penser à du Buffy. Donc quand je le lis, je prends beaucoup de plaisir. En plus, c'est très bien écrit. Ouais. Après, bon, évidemment, il y a eu l'influence avec pas mal toute une flopée de séries. On en parlait tout à l'heure, les Roswell, les Supernatural, les Charmed, voilà, tout ce qui est sorti dans la lignée. La série spin-off Angel, les jeux vidéo, effectivement. Donc là, c'est pareil, il y en a eu plusieurs. Les jeux de société, le jeu de rôle, la nuit, je suis Buffy Summers. La nuit, je suis Buffy Summers. Les albums, ça on en parlait avec la musique. Oui. La série audio qui est sortie il y a pas longtemps, Slayers. Ça m'intéresse, ça. Je l'ai pas écouté encore. J'en discutais avec Sartman, créateur du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Ouais, vachement bien. Et il me disait que c'était assez dispensable. Ça s'écoute, mais apparemment, voilà, c'est pas dingue. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve pas mal d'acteurs qui sont revenus, que ce soit Juliette Landau, donc Drusilla, justement, Charisma Carpenter, James Masters. Voilà, on a pas mal de gens qui sont revenus se prêter justement au jeu. Donc ça doit, au moins pour ça fait plaisir de les entendre. On a effectivement le fameux podcast Pourquoi Buffy c'est génial. On a un podcast qui vient de se lancer, Buffy contre le pod. Ouais, c'est encore c'est en construction en ce moment. C'est une expérience, en fait, faite à la demande de nos auditeurs à Terreur sur le pod. J'ai souvent lancé quelques petits hints comme quoi j'étais un grand fan de Buffy. Puis une de nos auditrices collaboratrice, Stéphanie Paquette, à qui on a découvert un très grand talent de podcastrice. Podcasteuse. Même ça, j'ai de la misère. Bon, on va. Tiens, l'animation de ce podcast-là qu'on construit sur notre Patreon, Terreur sur le pod, là où loge justement nos dérivés de Terreur sur le pod. Donc, le podcast Frisson sur le pod, sur lesquels je décortique Chair de poule et Frisson et les livres de cette lignée-là des années 90. Rétro-Terreur, qui est le podcast frère de ce podcast-là, dans le fond, qui visite les films pré-90, dans le fond, qui sont à l'origine de l'horreur et des codes. Et on a Buffy contre le pod que je fais avec Stéphanie, ma partenaire, et dans lequel on va passer à travers la série complète, épisode par épisode, puis décortiquer chacun d'entre eux pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est relevant encore aujourd'hui, et surtout juste revivre la bonne vieille nostalgie que Buffy nous fait ressentir, puis de voir à quel point nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a évolué, puis que ça nous le montre très bien. Là. Fait que ouais, c'est pas mal fun comme expérience. Et alors, je sais pas comment ça se passe au Québec. Nous, je sais qu'on a pas mal de fan meet assez régulièrement en France où il y a des acteurs justement qui viennent rencontrer pour des questions-réponses un petit peu avec le public français. Donc ça se passe souvent du côté de Paris. Et donc je sais pas s'il y en a aussi peut-être du côté du Québec. Honnêtement, j'en ai pas entendu parler beaucoup. Ben, tu sais, on est collé ces États-Unis aussi, donc pour nous, je figure que c'est quand même plus simple d'aller directement dans leur pays d'origine où est-ce qu'ils le font, mais à ce que je sache, à moins de suivre les Comic-Con et ces choses-là, chose que moi, je ne suis pas vraiment, malheureusement, pas parce que je ne suis pas intéressé, mais c'est des grandes foules, puis je ne trippe pas trop habituellement d'être dans des grandes foules. Mais j'aime ça, regarder ça sur Internet puis de voir justement là, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui puis l'expérience qu'ils ont vécue parce que c'est ça, là, ils continuent à porter, je pense que c'est ça qui nous montre là, un peu aujourd'hui, puis même on voit ça dans le milieu de l'horreur beaucoup, comment les fans de l'horreur, et j'inclus ceux de Buffy ici parce que Buffy c'est vraiment dans un monde horrifique, là. On a vraiment une fidélité, puis on a été capable de faire en sorte que ces gens-là qui nous ont raconté ces histoires-là, qui ont eu un si gros impact dans nos vies, ben, on les fait vivre encore aujourd'hui. C'est grâce à ces affaires-là qu'ils ont faites, à ces shows-là qu'ils ont bâti au début de leur carrière,
qui, encore aujourd'hui, les fait vivre parce que nous, on est encore là. Puis ça, je trouve ça très beau. C'est un beau mouvement qui se passe. Donc, ouais. Et puis ça permet pas mal d'échanges avec, entre les fans, justement, et puis les acteurs. Plein d'anecdotes et de trucs comme ça, c'est assez sympa. Oui, tout à l'heure, tu mentionnais, Arnold, les romans. Moi, j'ai lu il y a pas longtemps À chaque génération Ah oui, de ouais, j'en ai pas parlé. Kendar Blake. Ah oui! Écoute, c'est sympa. Alors, c'est très teenage, hein, c'est vraiment pour les ados. Mais c'est la suite, donc, quelques années après. Et donc là, on va s'intéresser à la fille de Willow, en l'occurrence, qui est donc la nouvelle tueuse de New Sunnydale. Une tueuse qui a des pouvoirs magiques, en plus. Qui, en plus, a certains pouvoirs de sa mère, certaines prédispositions à la magie. Donc, imaginez un peu le combo. Ouais. On retrouve certains Puis Willow personnages. est-tu dedans? Oui, il y a Willow, il y a Oz. Il y a Oz, il y a... Ouais, et ça ramène pas mal de personnages. Il y a Spike aussi qui est là, qui joue l'observateur de cette nouvelle tueuse. Wow! Ah, mon Dieu! Parce que je sais qu'ils ont fait aussi une série, voyons comment ça s'appelle, Chosen, qui était... Ça suivait là, justement des nouvelles tueuses puis tout ça. Là, mais Ouais, j'ai juste il lu me semble le qu'en anglais, le titre, c'est Chosen One, non? C'est pas The Chosen? Ah, je sais. Ah, c'est peut-être le même. C'est peut-être le même, c'est possible. Bon, en français, en tout cas, c'est À chaque génération. En plus, le livre est super joli. Ouais, il y a une trilogie, il y en a 3. Je sais pas si le 3e est déjà sorti, mais Ah, wow, il est beau! il est beau, ouais. Ah, la maquette est belle. Ah, wow! Et ça, c'est sorti chez Hachette, si je me gourre pas. Ok, je le veux. Ah, il est gros, hein? C'est un gros livre. Ouais, c'est un bon... Moi, c'est Kirsten White. Puis ça s'appelle Slayer, finalement. Puis le deuxième s'appelle... Ouais, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas lu. C'est bon. Je crois que j'avais cherché des clients, ouais, pour le traduire, parce que comme je suis traducteur littéraire, bah, c'est le genre de choses qui m'intéressent, mais je crois que j'ai pas trouvé acquéreur. Le fandom de Buffy, il est un peu dormant en France, en vrai, donc pour les bouquins. Ah, vraiment? Ah, c'est plate, ça. Il est un peu dormant. Bah, là, je crois, de ce que j'en sais, c'est que ça marche pas trop mal, les romans Buffy, mais enfin, le À chaque génération marche un peu, mais je crois pas que ça marche plus que ça. Je sais pas, faut que je demande. Je sais pas si on les a ici au Canada en français. Parce que je sais que nous autres, ça coûte très cher quand on les achète, les livres en français ici. Là, c'est assez quelque chose. Eh ben écoute, comme je te l'ai déjà dit, Bruno, si tu veux des trucs en France, je te les enverrai. Oh, Tu me dis. tu es gentil, mais ça va coûter cher de les envoyer ici aussi. Ah, oui, bah, à moins que je me déplace à l'occasion. Si un jour je vous rends visite, ça coûtera moins cher, c'est sûr. Ah, c'est vrai, ça. Pour ceux qui voudraient découvrir la série, du coup, elle est dispo en intégrale, en DVD, en Blu-ray et sur la plateforme Disney+, tout comme la série Angel d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie énormément de tout ce temps que vous m'avez accordé. On est à plus de 3h30 d'enregistrement. Il est, pour nous en France du moins, quasiment 23h. Je vais aller dîner, je pense, comme Arnold. Ouais, une petite dalle, là, une petite dalle. Voilà, une petite faim, éventuellement. Je vais aller me faire un double Palace Burger. Un Burger Palace, bien sûr. Si vous l'avez. Ouais, effectivement. Donc, merci beaucoup. J'invite tous les auditeurs à aller découvrir ton travail sur donc la chaîne YouTube La Grande Entrée. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et puis de la même façon, Bruno, on peut aussi aller découvrir ton travail, que ce soit avec l'ami Serge sur Terreur sur le Pod. Et puis tu as aussi effectivement Frisson sur le Pod, Rétro Terreur, et puis donc Buffy contre le Pod. Un gars occupé. Voilà. Donc tout ça sera indiqué donc dans la description de l'épisode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Marc. Merci de l'invitation, Marc. C'était écrit dans les textes, vous deviez mourir. C'est du grec ancien. J'ai raté l'écrit.